Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire en compagnie de l'Automobile Club de l'Ouest avec Bernard Niclot et également Carole Capitaine, responsable de la communication hydrogène, qui participera via une vidéo que nous avons tournée hier. Tout d'abord, pour commencer, quelques éléments de la part du pôle véhicule futur. Pourquoi ce webinaire? Donc il faut savoir que nous avons organisé côté pôle véhicule futur une mission hydrogène et batterie au mois de janvier 2024 au Japon et en Corée du Sud, qui incluait plusieurs personnes, plusieurs acteurs de la compétition automobile, dont l'Automobile Club de l'Ouest avec Bernard Niclot ici présent. Donc ça, c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Niclot et de saisir encore plus les enjeux liés à l'utilisation de l'hydrogène en compétition et pourquoi aussi d'autres technologies ne peuvent pas répondre à certains formats de course, tels que l'endurance. Ensuite, la deuxième motivation pour ce webinaire, c'est que nous avons dans notre écosystème, parmi nos adhérents, tout simplement au pôle Vécu Futur, pas mal d'acteurs de la compétition, alors que je ne vais pas tous citer. Mais bien sûr autour de Magny-Cours pour les intégrateurs, et puis un peu sur tout notre territoire et même en France sur tout ce qui est composants et différents éléments pour la compétition. Et puis, donc du coup, c'est le plaisir aussi d'avoir le contact avec l'ACO, d'avoir les 24 heures du Mans qui se sont déroulées très récemment avec une forte accélération de la dynamique hydrogène, avec 4 démonstrateurs qui ont pris la piste, avec des ravitaillements, etc. Voilà, donc au niveau du webinaire, il y a cette courte introduction de moins de 5 minutes. Ensuite, je passerai la parole à Bernard Niclot pour quelques propos introductifs. Pourquoi l'hydrogène? Pourquoi Mission H24? Une petite vidéo. Ensuite, un aspect communication et stratégie de l'ACO autour de l'hydrogène avec Carole Capitaine en vidéo. Et ensuite, on rentrera dans la technique avec l'état actuel de l'hydrogène et puis aussi quelles sont les perspectives, quelles sont les technologies qui pourraient se développer et quels sont les challenges qui restent et bien d'autres encore. Et puis ensuite, sur les 20 à 30 dernières minutes, il y aura une session de questions-réponses. Donc les questions, vous pourrez les poser par écrit. Il y a un module dédié dans GoToWebinar. Voilà, donc au niveau des micros, ils sont coupés, c'est normal. La diffusion des slides, des vidéos, tout sera diffusé. Voilà, tout ce que vous voyez sera diffusé. Et donc poser les questions, je l'ai déjà dit, donc ce sera via le module questions de GoToWebinar. Donc sans plus tarder, je vais passer le contrôle à Bernard Niclot dans moins de 30 secondes. Bon, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci Bruno de ton introduction. Donc, je vais commencer effectivement rapidement par revenir un peu sur pourquoi l'hydrogène aux 24 heures. Est-ce que ça passe? Attendez. Ah, j'ai un problème. Oui, voilà. Donc, fondamentalement, la CO a toujours été au cœur de l'innovation dans l'automobile depuis maintenant 101 ans. Avec la création des 24 heures du Mans en 1923, qui à l'origine ont été clés sur un format de 24 heures pour résoudre les problèmes de l'époque, qui était la fiabilité des voitures. Il fallait souvent changer des bougies en cours de route. Enfin, donc, Bugatti disait rouler en Bugatti, ça se mérite, c'est tout un programme. Donc, il y avait quelques soucis, et c'est pour ça que cette course de 24 heures a été créée. En fait, on se rend compte au travers de l'histoire qu'elle a permis le développement de bien d'autres technologies que simplement répondre à des soucis de fiabilité. Alors ici, j'ai mis quelques exemples pour j'ai envie de dire un peu pour le plaisir. En 1926, la voiture La Lorraine, c'est le premier phare anti-brouillard. Là, c'est le petit phare que vous voyez au milieu des deux gros phares qu'on appelait le cyclope pour cette raison, parce qu'il était unique. En 1953, autre exemple, les freins à disque. Alors l'éclairage, effectivement, a beaucoup progressé avec les 24 heures du Mans. On peut citer les phares à iode, les phares au xénon, les phares au laser avec Audi plus récemment. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel l'ACO a fait faire beaucoup de progrès, c'est tout le domaine de la motorisation. Alors, notamment, moi, je mets un exemple que j'aime bien, il est assez emblématique de ce qu'on veut faire en hydrogène, c'est le moteur turbo qui a été introduit en 1974 sur cette Porsche là au Mans et je crois l'année précédente sur BMW aussi en tourisme. Et fondamentalement, le moteur turbo, c'est vraiment un exemple emblématique de ce qu'on peut faire avec le sport automobile. Le moteur turbo est apparu pendant la guerre de 14 sur les avions. Et donc en 74, donc 60 ans, 5 ans, oui, 60 ans après, il apparaît en compétition et en fait, il n'avait pas été très développé pour l'automobile jusque-là. Donc c'était un moteur qui
posait beaucoup de problèmes à conduire, de maîtrise, à cause notamment du temps de retard du turbo qui faisait que la puissance arrivait au moment où le pilote n'en avait plus forcément besoin, rentrait dans des freinages. Bref, c'était des voitures assez difficiles à conduire, il fallait des pilotes professionnels. On Porsche y est mis parce que malgré tout, il y avait un avantage de performance. Renault y est venu aussi, au Mans en 78, mais aussi en Formule 1 l'année précédente, et puis c'est des technologies qui sont imposées par la suite en Formule 1. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'elle s'est imposée parce qu'elle a été améliorée, notamment tous les problèmes de temps de réponse, la façon de conduire ces voitures s'est simplifiée à ce moment-là. Et du coup, elle est devenue accessible aussi pour le conducteur lambda des voitures de route. Et en fait, aujourd'hui, c'est une technologie qui est largement développée sur tous les moteurs downsizés qui sont économes en carburant et donc en CO2. Et finalement, pour une raison qui est la même que celle qu'on recherche en sport automobile, c'est une raison de performance énergétique. C'est-à-dire qu'en sport automobile, avec une quantité de carburant, avec une voiture, vous essayez d'aller le plus vite possible. Donc, c'est de la performance et de la meilleure façon d'utiliser les gouttes de carburant que vous avez. Et dans l'automobile de tous les jours, c'est aussi de la performance énergétique, mais là, pour un roulage à vitesse donnée, dans des conditions données, arriver à consommer le moins de carburant possible. Mais finalement, les deux se rejoignent d'un point de vue technique. Il y a un autre exemple que je n'ai pas mis ici, mais qui est assez emblématique aussi, c'est la boîte double embrayage, qui est apparue sur Porsche en 1987 au Mans, qui était un ancien brevet Citroën des années 30, jamais exploité parce qu'il n'y avait pas d'électronique à l'époque et qu'il faut un pilotage électronique de ces boîtes pour rendre ça admissible. Et ces boîtes donc, permettent de passer sous couple, c'est-à-dire d'éviter la rupture de couple au moment d'un changement de rapport. Donc évidemment, l'avantage perfo il est évident pour la compétition, mais elles ont été ensuite exploitées pour les voitures de route pour permettre justement des boîtes avec beaucoup de rapports et d'être tout le temps sur un rapport optimisé. C'est des boîtes robotisées, en fait automatisées, qui sont à l'origine mécanique et qu'on peut automatiser, qui ont permis aussi de faire des économies de CO2. Donc c'est vraiment, quand on dit que le sport automobile peut être un accélérateur de développement, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pas qu'un argument marketing, il y a une réalité derrière et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec l'hydrogène, c'est bien de réécrire cette histoire et de la prolonger dans des technologies qui sont celles dont on a besoin pour le futur, c'est-à-dire des technologies zéro émission pour adresser notamment le problème du changement climatique. Et c'est pour ça que la CO s'est lancée il y a près de 10 ans maintenant dans ce programme hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à présent? D'abord, pourquoi l'hydrogène et pas l'électrique à batterie? Ça, c'est pour des questions assez évidentes d'autonomie. C'est-à-dire que l'hydrogène permet une autonomie que ne permet pas aujourd'hui la voiture électrique à batterie. Et également pour des questions de temps de recharge, un ravitaillement hydrogène sera beaucoup plus court qu'une recharge d'une voiture électrique. On a eu dans le garage 56 du Mans, donc le garage réservé aux véhicules expérimentaux, quelques velléités dans le passé de constructeurs ou de concurrents qui souhaitaient aligner une voiture électrique à batterie. Franchement, les résultats et les chiffres sont décevants et ça n'a finalement jamais vu le jour. Alors après, pour attaquer ce problème aux 24 heures du Mans, on l'a abordé de deux manières parallèles. La première chose qu'on a faite, c'est ce programme Mission H24 qui est bien connu, dans lequel on apprend beaucoup et qui visait à montrer en pratique la faisabilité de cette technologie sur une voiture de course. Et donc, c'est un partenariat entre l'ACO et à l'origine une société qui s'appelle GreenJT en Suisse, et maintenant entre l'ACO et H24 Projet qui est basé au Pôle Ricard. La structure a un peu évolué, mais c'est fondamentalement le même programme. Et puis en parallèle, l'ACO a lancé un groupe de travail technique avec des constructeurs, des tier one suppliers, des fournisseurs, des équipementiers, avec la FIA aussi, avec l'IMSA, pour préparer un règlement technique et sportif pour amener des voitures hydrogènes aux 24 heures du Mans, et également pour développer toute l'infrastructure de ravitaillement qui, pour l'hydrogène, est un sujet en soi. Je vais y revenir après. L'ambition de l'ACO au Mans, c'est pas de faire un garage 56 hydrogène une fois, un one-shot,
c'est bien, c'est pas exclu, hein. On peut accepter une voiture en virage 56 hydrogène, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien d'avoir une catégorie de voitures hydrogène capable de concourir pour la victoire face aux autres voitures. Donc, c'est quand même un objectif assez ambitieux. Et cet objectif a été fixé par Pierre Fillon fin 2017. Donc, H24, Mission H24, c'est un programme, donc un partenariat entre l'ACO et H24 Projet. Alors, je dis qu'il a démarré il y a 10 ans parce que, en fait, il y avait déjà eu une demande de la société Green GT à l'époque de faire une entrée en garage 56 en 2014 avec cette voiture que vous avez dû voir. Ça avait été accepté par la CO. Le problème, c'est que cette voiture était totalement inefficace. C'était vraiment les balbutiements. Et Green GT, d'ailleurs, a appris beaucoup sur cette voiture pour la suite, mais finalement, elle n'a jamais été en condition de pouvoir rouler au niveau nécessaire, rester dans le trafic 24 heures du Mans. Et je crois qu'elle a fait quelques tours de démo, mais à partir de, si ma mémoire est bonne, de 2016. Donc, il a quand même fallu près de 2 ans pour qu'elle arrive vraiment à rouler de façon un peu plus convaincante sur des tours de démo. Entre-temps, Green GT a appris beaucoup et a développé donc cette voiture qui est la LMPH2G que vous devez connaître, qui a été construite autour d'un châssis LMP3 et qui a toute une histoire. Des tours de démonstration à Spa, qui a fait des tours de démonstration au Mans aussi de 2018 à 2021, qui a fait beaucoup de développement en R&D, ça j'y reviendrai après, qui a également été la première à ravitailler sur une station amenée en bord de piste par Total Energy. Elle a participé à des sessions d'essais libres de la Michelin Le Mans Cup. Alors, tous ces problèmes sur finalement de jeunesse et de composants un peu pas vraiment optimisés pour la compétition, ont fait qu'on a eu envie de faire une nouvelle voiture pour améliorer la performance. Donc, c'est la fameuse voiture H24 qui est apparue en 2022. Alors, elle, c'est vraiment un vrai laboratoire de technologie. Je montrerai 2-3 exemples après de ce qu'on a pu apprendre avec cette voiture. Elle a un niveau de sécurité accru parce que, entre-temps, la FIA a commencé à mettre en place des règles pour l'hydrogène en compétition et donc elle a répondu à un certain nombre de tests qui n'existaient pas au tout début. Et cette voiture a fait 4 courses de Michelin Le Mans Cup en 2022 et elle a fini toutes ses courses. Donc c'est quand même remarquable en fiabilité. Elle a aussi fait un record de vitesse sur la ligne droite du Mans dans des conditions pas extraordinaires, donc le record est plutôt sympa. Et pour augmenter la performance, on a réduit son poids, optimisé des composants issus là, cette fois-ci de la compétition et l'aérodynamique. Alors, la performance s'est améliorée. On a dû gagner de l'ordre de 10 secondes au tour avec cette voiture par rapport à la précédente. Malgré tout, on n'est pas au niveau qu'on aimerait démontrer. Et c'est pour ça qu'on est parti sur le programme en cours qui s'appelle H24 Evo, qui a été présenté en octobre 2023 avec l'ambition cette fois d'avoir une voiture vraiment performante qui puisse être devant le plateau des GT3 dans une course de Michelin Le Mans Cup ou une course de LMS éventuellement. Donc c'est vraiment l'objectif performance, c'est devant les GT3. Et cette voiture doit aussi être capable de passer tous les nouveaux crash tests imposés par la FIA, et notamment un crash test qui est demandé par la FIA qui consiste à impacter la voiture de travers avec un chariot à 130 km/h qui pèse 1400 kg, donc c'est un méga joule d'énergie et il faut que les réservoirs résistent à ça. Donc voilà, on est en train de travailler cette voiture pour arriver à passer ce test. Tout est nouveau, donc Symbio, donc qui est un de nos partenaires technologiques. Alors, les partenaires technologiques dans ce programme sont absolument fondamentaux parce que c'est effectivement c'est un programme technologique. Donc, évidemment, Symbio qui fournit la pile à combustible est un de nos partenaires clés. Il développe aujourd'hui des piles de plus haute densité. Hein. La densité a été améliorée de l'ordre de 50%, et donc elles seront implantées sur ces voitures. On aura également des nouveaux réservoirs, alors c'est plus Plastic Omnium, c'est OP Mobility, mais c'est la même société, donc 700 bars qui seront localisés au milieu de la voiture. On aura des batteries beaucoup plus performantes et orientées compétition, et notamment des batteries très typées puissance, ce qui permet d'avoir de la performance.
des moteurs électriques d'une technologie à jour en compétition, des pneus qui sont développés actuellement par Michelin et qui sont en fait une anticipation des développements que Michelin fera pour la future catégorie hydrogène des 24 heures du Mans. Et puis également le refroidissement est retravaillé. Alors tout ça se fait, je l'ai dit, avec des partenaires techniques, donc Symbio, Michelin, je les ai cités, OP Mobility, mais également Ditzmann, Total Energy qui est fondamental pour tout ce qui est ravitaillement, et puis Richard Mille qui soutient le programme. Et on envisage, enfin on a planifié un premier roulage avant la fin de 2025. Ça, c'est l'objectif sur cette voiture. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo. La vidéo de Carole est passionnante. Carole elle a fait un énorme travail de promotion aussi à travers le village hydrogène. Et pour ceux qui sont venus au Mans, ils ont pu mesurer l'évolution de ce village d'année en année. Et ce que vous verrez dans les vidéos, notamment la vidéo de Carole, qui est quand même vraiment bien pour ça, c'est le roulage de 4 voitures hydrogène cette année en préambule du 24 heures du Mans. Donc il y avait la mission H24, je vais dire la nôtre. Mais il y avait également l'Alpine Alpenglow dans laquelle a roulé Zinedine Zidane en passager, le starter des 24 heures cette année. Il y avait également la Ligier et la GSTK. L'an dernier, on a aussi eu la Corolla H2 pilotée par M. Akio Toyoda. Donc voilà, ce qui est sympathique dans ce programme, c'est qu'on voit que finalement, la mission H24, elle fait des petits. Maintenant, on commence à avoir plusieurs voitures de course de technologies pas toutes identiques. Certaines sont un moteur à combustion, d'autres comme la nôtre est à pile à combustible. Et c'est vraiment bien de voir l'intérêt de différents constructeurs pour cette technologie et un intérêt qui est démontré par le fait qu'ils développent des véhicules de haute performance autour de l'hydrogène. Ouais. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo. Au-delà de ce que tu dis, effectivement, Carole, dans la vidéo, elle mentionne quelque chose qui est important, c'est aussi le public, puisqu'en fait, au-delà de la compétition, il y a l'enjeu public, l'enjeu sociétal. Et effectivement, le fait de faire des ravitaillements comme cette année, où il y a eu 5 ravitaillements, entre guillemets, au milieu du public, Oui. voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est des gens qui ne sont pas habillés en tenue de cosmonaute, comme le dit Carole. Et d'autre part aussi, il y a des partenaires qui ne sont pas du secteur de l'automobile, ni même de la compétition, comme Ariane Group, comme les pompiers, comme l'ENSOSP, à Aix-en-Provence, l'école des sapeurs-pompiers. Donc voilà, c'est vrai que l'aspect public, mais voilà, vous pourrez le voir en dehors de ce webinaire dans la vidéo dont vous recevrez le lien de téléchargement. Bonjour Carole Capitaine. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreux. Alors, donc, vous êtes responsable de la communication hydrogène pour l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. La question, c'est comment l'ACO et les 24 heures ont-ils présenté leur stratégie hydrogène au public? Concernant la communication de l'Automobile Club de l'Ouest sur sa stratégie hydrogène, elle a été assez simple et assez transparente dès le départ. En fait, c'est quelque chose d'assez pionnier, donc il fallait vraiment expliquer au public
les enjeux de l'introduction d'une catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans. Le pourquoi, déjà, c'était pour décarboner la course. Et puis, comment on allait le faire. On a un programme qui s'appelle Mission H24. Mission H24, 24 H pour 24 heures, H2 pour hydrogène et mission pour expliquer qu'on sait où on va, mais comme c'est un programme pionnier, on sait aussi, et sans mentir, qu'on va passer par différentes étapes. Donc ça, tout de suite, on l'a expliqué au public. Et puis d'entrée, en 2018, quand on a présenté le programme, on a tout de suite voulu partager avec les observateurs, les médias et le public ce qu'était une voiture hydrogène et surtout ce qu'était un ravitaillement. Donc à Spa, la voiture était dans la voie des stands, elle a ravitaillé avec quelqu'un qui portait un t-shirt et non pas une tenue de cosmonaute, qui a pratiqué son ravitaillement en quelques minutes et puis la voiture a bouclé un tour. Donc ça, c'était vraiment la première pierre de la communication qui n'a fait qu'évoluer avec cette stratégie, c'est-à-dire de partager toujours les avancées. Nous sommes partis en 2018 avec des réflexions sur des voitures à pile à combustible, comme a pu vous présenter Bernard ou va vous le présenter. On travaille aussi désormais sur des moteurs à combustion, l'hydrogène gazeux, puis l'hydrogène liquide. Donc, on a toujours partagé avec le public l'avancée des recherches et du travail, puisque tout est à construire. Quand on introduit une nouvelle énergie dans un sport, vous avez les machines à construire, le règlement sportif, technologique, mais la sécurité aussi, et puis les infrastructures, puisque sur les circuits, il n'existe pas de stations en hydrogène pour pouvoir alimenter les véhicules qui participeront à ces courses. Donc la démarche, elle a été assez claire, collaborative, et très vite, en plus de faire des démonstrations en piste avec le véhicule, nous avons créé, pendant les 24 heures du Mans, donc pendant l'événement phare du championnat du monde et de la saison endurance, ce qu'on a appelé un village hydrogène, pour que le public, ainsi que nos concurrents, ainsi que nos partenaires, puissent venir s'approprier, poser des questions, partager même leurs réserves ou leurs interrogations sur cette future catégorie hydrogène. Donc en 2018, on a commencé avec justement des démonstrations. Et le vrai village, très modeste, en 2021, c'était juste une voiture dans l'allée du village, où vous pouvez imaginer des centaines de milliers de personnes pendant les 24 heures. Là, il y a encore 10 jours, il y avait plus de 300 000 personnes. Donc, on a commencé modestement avec une voiture où on expliquait ce qu'était une voiture à pile à combustible, c'est-à-dire une voiture qui finalement produit elle-même son électricité, qui, par une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène de l'air dans une pile, fournit de l'électricité, de la chaleur et un petit peu d'eau. Donc, on a mis aussi pour un effet un peu de surprise, l'eau que rejette la voiture en bouteille, avec cette étiquette eau de voiture de course. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil, mais pour expliquer finalement aux spectateurs les objectifs et puis comment fonctionnait une voiture à hydrogène, puisque quand on parle de gaz, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour les gens à appréhender qu'un liquide. Et puis ce village, en fait, il a évolué. On est passé à des bulles transparentes pour faire un peu une ressemblance avec la molécule, l'atome d'hydrogène, en associant nos partenaires techniques, c'est-à-dire on a montré aux spectateurs ce qu'était un réservoir d'hydrogène, ce qu'était une pile, les pneumatiques qu'on pouvait utiliser. Donc on avait nos partenaires comme Symbio, OP Mobility, qui expliquaient aux spectateurs c'est quoi l'écosystème de l'hydrogène. Et puis il y a 10 jours, on avait un village de 2500 mètres carrés étalé en fait sur 3 sites, puisque ce village, il était, j'ai l'habitude de dire qu'il est mobile. Il y a des expositions, mais comme on veut aussi partager le fait que l'hydrogène, ce n'est pas de la science-fiction, ça fonctionne. L'année dernière, on avait des véhicules exposés de constructeurs, et là, cette année, ces véhicules ont été exposés, mais surtout, à un moment donné, ont quitté leur village d'exposition pour faire une première démonstration sur le grand circuit des 24 heures avec des prototypes hydrogène. Donc ça, c'était une première au monde. Et l'autre première dont on est aussi très fiers, parce que l'hydrogène,
nécessite des conditions de sécurité à mettre en place, puisque c'est une énergie qui n'a jamais été utilisée dans ce type de conditions. Bien, pour la première fois aussi, on avait une station mobile hydrogène de Total Energy, notre partenaire, au milieu du village. Et on a pu réaliser 5 ravitaillements pendant la semaine des 24 heures au milieu du public. Alors, en faisant respecter les normes d'un ravitaillement classique, mais au moins, ils ont pu voir comment ça fonctionnait. Et ça, franchement, c'était une étape importante, puisque jusqu'à présent, ce n'était pas des choses qui étaient forcément visibles comme ça du grand public. Donc, merci aussi aux 10 du 72, donc les sapeurs-pompiers de la Sarthe, avec qui on travaille en étroite collaboration, parce que pour comment accueillir cette future catégorie, il va falloir que le circuit se dote d'infrastructures. Et donc, on travaille forcément en relation étroite avec les sapeurs-pompiers de la Sarthe pour écrire ensemble et accueillir ensemble cette nouvelle énergie. Carole Capitaine nous a expliqué donc, tout un ensemble d'historique depuis 2018 jusqu'à cette année 2024, là, qui est vraiment une forte accélération avec 4 voitures, 2500 m², 3 sites, une démonstration sur le circuit en lui-même de 4 véhicules. Et vous avez mentionné quelque chose qui est intéressant, c'est le public. La question, c'est comment le public a-t-il accueilli l'hydrogène? Est-ce que on a une vidéo pour expliciter ça? Est-ce que vous avez des éléments à apporter? Alors oui, vous avez une vidéo que l'on peut diffuser pour montrer comment ça s'est passé cette semaine pendant les 24 heures du Mans et le nombre de personnes qu'on a accueillies avec différents types de questions. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Eh ben, c'est parti pour la vidéo. Bonjour. By this way you can in fact Pas l'ingénieur à ça. je change de métier. Bravo. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, mais même pour le bruit, être dans la voiture et entendre les oreilles qui sifflaient, c'est tellement fantastique de pouvoir être ici. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, nous avions 3 axes pour ce village. Nous sommes un organisateur de courses, donc il y avait un paddock hydrogène avec cette fameuse station et des véhicules hydrogène qui ont pris la piste. Nous avions aussi un espace dédié à la future voiture, la H24 Evo, qui évoluera en 2025, qui sera une voiture de course et vraiment cette fois-ci conçue avec des éléments hydrogène conçus pour la course. Et dans cet espace-là, nous avions nos partenaires, donc Michelin, Total Energy, Symbio, P-Mobility, Richard Mille et Disman qui nous accompagnaient, mais nous avions aussi une prise de parole externe parce que depuis plusieurs années, nous, on explique au public nos avancées et nos connaissances sur l'hydrogène, mais on a voulu aussi associer des personnes qui sont expertes, qui sont confrontées à l'hydrogène quotidiennement et qui pouvaient aussi expliquer eux, leur façon d'appréhender l'hydrogène. Donc, vous aviez les pompiers de la Sarthe qui étaient présents, l'ENSOSP, qui avec le Japon était vraiment une référence sur l'hydrogène, et puis Ariane Group, avec un moteur de fusée, puisque pareil, c'est une entité qui a une expérience de longues années sur l'hydrogène. Donc voilà, c'était une façon de compléter, nous, notre prise de parole ou nos réponses vis-à-vis du public. Et puis, nous avions gardé aussi
un espace assez important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que nous avions beaucoup de questions des jeunes générations sur les métiers de l'hydrogène. Donc, nous avions l'Université du Mans qui était présente puisqu'elle a une chaire de recherche sur l'hydrogène. France Hydrogène qui partageait toutes ses recherches sur les formations et certaines mutations de métiers via la transition énergétique. La Commission européenne qui était là aussi pour expliquer l'importance de l'indépendance énergétique. Et puis pour que ça soit un peu ludique, on avait aussi des petites voitures télécommandées hydrogène, une voiture en démonstration où les gens fabriquaient leur hydrogène et puis une utilisation un peu particulière d'une pile à combustible de Toyota Mirai que l'on peut voir dans les rues, où cette pile alimentait en électricité latente des écrans d'ordinateur, mais aussi une machine à barbe à papa. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses sérieuses, de courses, de compétitions, de partager l'état de nos recherches, et puis de montrer aussi, de faire toucher d'un aspect aussi un peu ludique l'hydrogène au public. Et on a eu du monde, toujours beaucoup de questions et toujours beaucoup de bienveillance. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, mais même pour le bruit, d'être dans la voiture et entendre les oreilles qui sifflaient, c'est tellement fantastique de pouvoir être ici. La piste est incroyable, toujours vue comme tout le monde à la télé, et là d'être là. Aujourd'hui pour la première fois, voilà, je profite à fond. J'étais dans ma course moi aussi, comme le pilote. C'est incroyable, c'est-à-dire que pas de CO2, rien du tout, propre. Donc on verra ce qui va se passer pour le futur. Mais en tous les cas, c'est chouette, on n'est qu'au début. Ça marche, merci Bruno. Alors maintenant, je vais rentrer dans ce qu'on a appris finalement, parce qu'on dit c'est une voiture laboratoire, là aussi, c'est pas que des mots. Ce qu'on a appris avec la mission H24 jusqu'à présent. Et je voudrais revenir sur les tests balistiques qui sont demandés pour les réservoirs par la FIA. Donc c'est une partie de la batterie de test qui a été mise en place par la FIA dans sa réglementation. Et la réglementation, elle arrive en parallèle du développement des voitures. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours complètement cohérent. C'est pour ça, par exemple, que sur H24 Evo, on va passer ce test 130 à l'heure. Ce test n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà, on apprend en marchant et on avance aussi au fur et à mesure de la réglementation. Alors, les tests balistiques sont intéressants, je pense, et pas que pour le sport automobile. L'idée, c'est d'envoyer un impacteur donc de 400 grammes, donc métallique, avec quand même des arêtes assez vives, qui vont aller taper à presque 400 km/h, 110 mètres par seconde, directement dans le réservoir. Et l'idée, c'est de voir ce qui se passe et surtout qu'on ne perce pas le réservoir. Alors, pour faire ces tests dans des conditions de sécurité, le réservoir, lui, il est gonflé à 8 bars, il est gonflé à l'hélium dans le centre de test. Et on verra que, vu les résultats, ça n'a pas tellement d'importance, que ce soit de l'hélium. Et le critère d'acceptation du test, c'est qu'il n'y ait pas de fuite après le test, donc une fois l'impact effectué, que derrière, on puisse passer un test un test de pression à 150% de la pression nominal working pressure, et que le réservoir reste intègre, en tout cas n'éclate pas et ne fuit pas. Et puis également, on a prévu 100 tests cycliques de charge de 8 bars, donc la pression à laquelle on a fait le test, jusqu'à la nominal working pressure.
Ceci pour vérifier qu'effectivement, sur un réservoir qui aurait été gonflé à peu de pression, on resterait dans des conditions sûres. Alors, le résultat du test, c'est que effectivement le test est sévère. On voit que l'enveloppe du réservoir a quand même été assez sévèrement endommagée. Hein, et en gros, la moitié en épaisseur des fibres a été déchirée par l'impacteur. Donc, c'est pas un test anodin. Par contre, il reste une partie plus interne dans le réservoir qui est restée intacte et qui fait qu'il n'y a pas eu de fuite. On a effectué une analyse tomographique donc avec l'aide d'OP Mobilité sur ce réservoir avant de partir sur les tests de cyclage en pression parce qu'on voulait voir dans les couches internes avant une éventuelle destruction du réservoir. Si le test s'était mal passé, on voulait quand même comprendre comment les fibres avaient été impactées à l'intérieur. Et on a constaté qu'on n'avait pas de délamination importante au-delà de ce qu'on pouvait voir visuellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une perte d'intégrité du réservoir à l'intérieur du réservoir. Et également, au vu du nombre de couches de carbone qui restaient intactes, on pensait que c'était suffisant pour pouvoir passer le test de pression, le test cyclique de pression. Et effectivement, on l'a fait derrière et ça s'est bien passé. Le réservoir a résisté, il n'y a pas eu de fuite. Alors moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que classiquement, sur les réservoirs type 4 en carbone, là, donc des réservoirs 700 bars, ce qui est fait, c'est des tests de tir à balles de fusil. Et en fait, ce qui se passe dans ce genre de test, c'est que le réservoir est perforé de part en part, mais que le diamètre de perforation, c'est le diamètre de la balle de fusil, il reste faible, et donc l'hydrogène fuit. Le réservoir est vidé en 1 minute, de l'ordre de la minute. Et donc, il ne se passe pas grand-chose dans ces tests, mais le réservoir est percé. Ici, on est dans quelque chose de très différent et peut-être de plus réaliste, parce que dans la réalité, alors notamment en compétition, mais aussi sur les voitures de route, les camions, on peut avoir à un moment donné des projections dans un cas de crash de pièces assez lourdes qui arrivent avec une certaine vitesse, qui ne sont pas forcément rondes et qui sont plutôt justement avec des angles vifs et qui viennent taper dans le réservoir. Et de ce point de vue-là, ce test est important à faire, d'autant que le mécanisme d'endommagement du réservoir est très différent de celui d'une balle de fusil. Une balle de fusil, elle arrive à vitesse supersonique par rapport à la vitesse du son dans le matériau, et donc elle le perfore. C'est pratiquement, c'est une théorie de Newton, hein, qu'on voit à Newton, c'est pratiquement comment dire, le matériau s'écarte, laisse passer la balle, c'est presque presque plastique comme déformation. Donc on n'a pas ces effets qu'on peut avoir ici de délamination. Ici, la vitesse d'impact n'est pas du tout supersonique. Donc on est dans un mode d'endommagement du réservoir totalement différent. Et c'est intéressant de comprendre comment le réservoir se comporte dans ce cas-là par rapport à ce test plus classique de balles réelles. Et finalement, ce test-là montre comment le sport auto peut contribuer aussi au développement de la technologie et de sa sécurité. Je pense qu'on pourrait très bien demander ce genre de test dans le futur pour les voitures de route ou la mobilité de route, je veux dire la mobilité de route pour les voitures de route, ça aurait beaucoup de sens. L'élaboration du test, d'ailleurs, a été faite en collaboration entre OP Mobility et la FIA. C'est-à-dire que leurs ingénieurs ont pas mal travaillé avec la FIA pour définir ce test. L'autre exemple qui illustre un peu ce qu'on a pu apprendre au travers de cette voiture, alors il y en a bien d'autres, mais je suis obligé de me limiter dans les exemples, c'est tout ce qui est le comportement thermique du réservoir. Et là, je l'illustre sur des situations qu'on peut rencontrer en compétition et qu'on a rencontrées effectivement et qui amènent à finalement des résultats assez différents. Alors, si vous êtes en condition de course rapide, normale, on va dire de course, vous avez besoin d'une forte puissance et du coup, vous avez un flux, un débit d'hydrogène qui est élevé par rapport à une voiture de route. Aujourd'hui, 7 grammes par seconde, considéré sur un tour du Mans, on arrive
en simulation à peu près 1 kg par tour, c'est-à-dire 13 km, c'est à peu près 10 fois plus qu'une Toyota Mirai. Donc on est sur des débits qui sont largement plus importants que ce qu'on peut expérimenter sur une voiture de route. Et du coup, et c'est ce que dit Carole à un moment donné dans sa vidéo, c'est que l'hydrogène étant un gaz, quand il est stocké de cette manière-là, hein, comme sur la H24, donc sous forme de gaz haute pression, ça ne se comporte pas du tout comme un liquide. Effectivement, vous avez une détente du gaz qui fait que la température va baisser. Et jusque-là, il n'y a pas trop de... C'est pas un scoop. Le problème, c'est que la température, vu le débit, baisse tellement vite que le réservoir n'a pas le temps en interne de se réchauffer à cause de la température ambiante. En tout cas, il n'a pas suffisamment de temps. Et donc, du coup, il va effectivement perdre en température. Et le problème sur ce genre de réservoir, c'est que pour faire l'étanchéité à l'hydrogène, on a besoin d'un liner interne, et que ce liner est en polymère, et qu'il ne peut fonctionner que dans certaines gammes de température. Au-delà ou en deçà, il peut être endommagé, et donc il n'assure plus sa fonction. Et notamment, il ne peut pas descendre en dessous de moins 40 degrés. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on refroidit trop vite dans des conditions effectivement de course rapide, c'est-à-dire sans incident, sans drapeau jaune, sans rien, on peut se retrouver à un moment donné à atteindre la température de moins 40 degrés alors qu'on n'a pas vidé le réservoir. Et donc on est obligé, on ne peut pas continuer, on est obligé d'aller ravitailler. Et du coup, comme le réservoir n'est pas complètement vide, c'est inefficace, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toute la capacité du réservoir. Il y a un autre cas qui est complètement différent, c'est quand la course subit des incidents, des foules coursiers-lots, des drapeaux jaunes, des safety cars, etc. Et là, à ce moment-là, il y a notamment en fonction de la température ambiante, du coup, on n'a plus cet effet defueling et refroidissement par la détente du gaz. Et au contraire, on peut... donc on va continuer on va chauffer le réservoir, et si cette séquence dure un peu longtemps, ben à un moment donné, on va bien être obligé d'aller ravitailler parce qu'on n'a plus d'hydrogène dans le réservoir, sauf que lui, il ne sera pas à moins 40 degrés, il sera à une température supérieure. Et donc, quand on va remplir ce réservoir, on va passer d'une pression de quelques bars à 350 ou 700 bars, et là, du coup, on va avoir un échauffement sous l'effet de la compression du gaz, et on est obligé de s'arrêter à plus 85 degrés, toujours pour les questions de liner. Et ce faisant, on va atteindre le 85 degrés alors qu'on n'a pas pu mettre tout l'hydrogène que pourrait contenir le réservoir parce qu'on est parti d'une température trop élevée. Et donc là, on est de nouveau inefficace. Une question du public. Donc tu mentionnes tout à l'heure de la fibre de carbone, là tu mentionnes du nylon, on est d'accord, c'est bien du type 4 le réservoir. C'est des réservoirs type, oui, merci de le préciser, c'est des réservoirs type 4 hein, qu'on a sur cette voiture. Donc c'est des réservoirs gaz 700 bars. Et leur constitution, c'est toujours un liner interne polymère pour l'étanchéité, pour la fonction étanchéité, et puis une couche externe de carbone, hein, qu'on a pu un peu endommager dans le test tout à l'heure. C'est quand même de l'ordre, c'est de la fibre de carbone un peu polymérisée, donc le réservoir passe en autoclave hein, dans la fabrication, donc c'est extrêmement rigide. Et pour donner une idée, l'épaisseur de carbone, c'est à peu près 30 à, on va dire, entre 30 et 40 mm. C'est extrêmement... Et pour le liner, on rajoute 10 mm à peu près, c'est ça? Je crois moins, non, c'est quelques millimètres. En course, ils essayent de faire moins. Ouais, ok. Moi, je dirais 4-5 mm, mais peut-être là, non, c'est entre 5 et 15 mm en général, donc ok. Ouais. Et oui, enfin... Oui, j'illustre souvent l'histoire du 700 bars en disant que c'est le poids d'un éléphant sur un timbre-poste. Voilà, c'est les idées. Et donc, c'est assez imagé, les gens comprennent bien l'image. Et en fait, ces réservoirs sont effectivement extrêmement résistants, d'où leur poids d'ailleurs, c'est un des inconvénients de la technologie. Mais donc là, de nouveau, on a une inefficacité. Alors ça, c'est illustré par une courbe, hein. Donc ça, c'est des mesures réelles qui ont été faites notamment à Imola. On voit ici qu'on a, si on regarde la température interne du réservoir, hein, en fonction des tours qui sont effectués, on voit qu'on a des zones où le réservoir ne baisse plus en température, et notamment même où il va remonter dans des phases de flux coursier-lot. Et on se rend compte que la température minimum au moment où le réservoir est vide, eh bien, elle augmente.
et elle augmente graduellement, et à un moment donné, on remplit de moins en moins. Et on voit d'ailleurs que les sticks, les relais se raccourcissent aussi, parce que justement, on n'arrive plus à le remplir suffisamment. Donc, c'est inefficace. Et donc, tout ça nous apprend qu'on a besoin d'avoir un management de la température du réservoir qui est assez fin, notamment sous forme de système de réchauffeur. Et donc, ça, c'est effectivement le sport automobile qui nous aide à comprendre ce genre de choses. On a fait, en prévision des futures voitures, des corrélations entre des outils de simulation, les mesures réelles qui ont été faites. Donc ça, c'est du travail très technique fait avec OP Mobility, avec Plastic Omnium. Et donc, il y a un vrai travail derrière ces données, justement, pour arriver à mieux gérer ça. Et par exemple, ce sont des solutions là qu'on a imaginées pour la gestion thermique du réservoir en sport auto qui seront appliquées sur des camions, donc sur des réservoirs de camions. Donc là, on a une retombée directe de la compétition vers la mobilité plus grande. Alors, moi, j'ai parlé beaucoup du passé, le temps tourne. Il y a de la question aussi qui est intéressante à poser maintenant. Donc, au niveau du ravitaillement, on a la température qui va augmenter. Et donc, on est limité en fait en vitesse de ravitaillement par le seuil à 85 degrés. Est-ce qu'il y a une réglementation ou une raison technique qui empêche de refroidir encore plus fortement l'hydrogène au niveau de la station, au niveau du buffer? Non, alors, précision, sur la station de ravitaillement que vous avez vue au Mans, qui a ravitaillé au milieu du public, et qu'on a utilisé sur Mission H24, donc c'est une première version de station de ravitaillement transportable, mais j'y reviendrai, on n'a pas de gestion de refroidissement de l'hydrogène. Par contre, dans le futur, ce que prévoyait Total, c'est effectivement de le refroidir. Et sur une station réelle, effectivement, on peut le refroidir, mais on ne peut de toute façon pas descendre en dessous de moins 40. Mais même si vous injectez de l'hydrogène froid, malgré tout, le réservoir, lui, il est à une certaine température. Et donc, malgré tout, vous arriverez plus vite, plus 85 degrés. Et donc, donc on a un problème. Ok. Et alors, il y a une deuxième question, mais c'est une question assez classique, c'est par rapport au coefficient de Joule-Thomson négatif pour l'hydrogène. Mais ce coefficient de Joule-Thomson, on est d'accord, il est à l'œuvre que quand on a des détentes ou des compressions très lentes, c'est ça? Alors ça, c'est un peu joker. Moi, c'est un truc un peu mystérieux pour moi. Pour moi, c'est surtout un problème qu'on a au niveau du nozzle, là, de la partie amont de la station. Mais clairement, dans le réservoir, ça va se comporter comme un gaz standard, c'est-à-dire qu'il se refroidit quand on délite au régime que j'ai donné, et il se réchauffe sous l'effet de la compression. Ça, c'est Ça, on en est sûr, c'est mesuré. Donc effectivement, et le coefficient de Joule-Thomson, on pourra en parler hors séance avec ceux qui s'y intéressent. Effectivement, oui, alors s'il y a des gens plus experts que moi là-dessus, c'est vrai que c'est un point de thermo un peu fin. Et moi, j'ai compris que c'était surtout gênant au niveau de la station et au niveau des restricteurs parce qu'on est sur des tuyaux finalement d'assez faible diamètre, et c'est à cet endroit-là que ça jouait. Mais je veux bien participer à une conversation plus élaborée là-dessus, pas de souci. Ça marche. Alors, comme il y a des jokers sur cette question, effectivement, qui est complexe, il y a une autre question qui est sans doute plus simple, c'est quelles sont les solutions de réchauffeur envisagées dans le réservoir de la voiture? Alors ça, je peux pas trop en parler parce que c'est quand même breveté et je ne sais pas à quel point c'est public, donc je peux pas trop en dire. C'est quand même des solutions qui sont a priori robustes. Il y a une solution évidente mais qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, qui aurait été de faire passer un fluide refroidisseur quelque part du côté du réservoir. Ça, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas se permettre la moindre fuite, donc ça a été éliminé.
Ouais. Voilà, c'est des solutions qui Oui. consomment un peu d'énergie, mais pas beaucoup. Hein, c'est quelques kilowatts. Ouais, ouais. Alors, Pas dense. comme c'est confidentiel, on va pas s'étendre. Il y avait la question du refroidissement de la station, donc, mais on va pas s'étendre non plus parce qu'en fait, la durée de remplissage dépend aussi de la capacité à remplir. Je veux dire, Oui. une voiture particulière ou un poids lourd ne se recharge pas sur la même durée. H24 Evo est une voiture pack hydrogène, tout à fait, on est d'accord. Oui, Voilà. la Est-ce que la pression combustible. de chargement de l'hydrogène influe sur la température atteinte? Comment se compare la technopack et la technothermique? Bon, alors là, la comparaison pack et ICE hydrogène, je pense que tu en parles plus tard. Oui, j'y viens après. Non, ce que je voulais juste rajouter par rapport à cette histoire de temps de ravitaillement, c'est que sur la première version de H24, donc le programme que je viens d'expliquer, et en accord avec Total Energy, on avait décidé de ne pas mettre d'enjeu sur la vitesse de ravitaillement. C'est-à-dire, on voulait pouvoir ravitailler cette voiture dans des conditions en bord de piste, et par contre, le temps de ravitaillement n'était pas un enjeu parce que ça aurait entraîné des investissements justement dans de la technologie, refroidissement, etc. On a jugé opportun par rapport au reste du programme. C'est pas ça qui était important dans ce programme à ce moment-là. Évidemment, pour les futures compétitions, notamment aux 24 heures du Mans et dans le WEC, hein, dans le World Endurance Championship, il est évident que là, le temps de ravitaillement est un enjeu et ce sont des choses qui sera évidemment regardées. Voilà, alors, une fois parlé du passé, on va parler du futur et notamment de ce qu'on a évalué à travers le groupe de travail dont j'ai parlé. Donc, ce qui est fondamental, c'est qu'on a fait une étude une pré-étude avec Red Bull Advanced Technology. Donc, sur la base aussi toujours d'une voiture fuel cell 700 bars avec un réservoir gaz hein, à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a confirmé la faisabilité des cibles de performance qu'on avait. Donc 3 minutes 30 sur un tour du Mans, c'est à peu près ce que font les hypercars en moyenne en rythme de course. Bon, elles s'améliorent un peu d'année en année, donc voilà. En tout cas, elle faisait ça, on va dire, il y a 1 an ou 2 ans. Des relais de 10 tours au Mans, toujours là, tous les chiffres que je donne, c'est pour le circuit du Mans, hein, c'est votre référence. Alors après, il faudra effectivement qu'on étudie ce qui se passe sur d'autres circuits, mais c'est un peu la suite. Et on a ciblé un temps de ravitaillement inférieur à 2 minutes. C'est plus long qu'en essence, mais il est difficile sur du gaz de faire mieux. Donc on est quand même un peu en limite de ce qu'on pouvait faire avec des technologies à peu près éprouvées. On ne dit pas que dans le futur on ne saura pas faire mieux, mais en technologie aujourd'hui éprouvée, on a quand même besoin à un moment donné de mettre de la techno un peu éprouvée, c'est ce qu'on peut faire demain. Et donc on a démontré que c'était faisable, donc le programme avait du sens, notamment au Mans. Par contre, et ça je voudrais le développer maintenant, ça passe par une optimisation de paramètres c'est une fenêtre assez étroite de paramètres. Et notamment, dans les paramètres principaux, vous avez la puissance de la fuel cell. On se rend compte qu'on est obligé, pour arriver à avoir ce niveau de performance, on est obligé de limiter la puissance de la fuel cell aux environs de 300 kW. Alors pas réglementairement, à la limite, on n'a pas besoin de le limiter réglementairement, mais si vous voulez une voiture qui marche avec ce niveau de performance, en gros, vous êtes obligé de tourner autour de ces chiffres-là. Si vous n'aviez pas assez de puissance, bien évidemment, le temps autour ne serait pas. Par contre, si vous aviez trop de puissance, ce qu'on aimerait avoir, le poids de la fuel cell augmenterait. Donc, du coup, le poids de la voiture augmenterait. Donc, ça aussi, ça dégrade la performance. Tout ce qui est refroidissement, qui est quand même délicat sur une fuel cell, puisque la fuel cell n'évacue pas la chaleur par les échappements comme un moteur thermique. Donc, du coup, toute l'inefficience, le non-rendement de la fuel cell va provoquer un échauffement et vous allez devoir la refroidir. Et la fuel cell fonctionnant autour de, on va dire, allez, entre 80 et 100 degrés, le delta de température entre la température ambiante et la température fuel cell n'est pas si élevé, donc la capacité de refroidissement est relativement faible. Donc tout ça fait que ces voitures sont des voitures qui ont des radiateurs et des quantités d'eau et des débits d'eau importants. Donc augmenter la puissance de la fuel cell, c'est aussi augmenter la demande de refroidissement. Donc c'est aussi augmenter le poids, c'est augmenter la traînée aéro. Et on se rend compte qu'on arrive dans un process qui est divergent. Et puis, en consommant plus en puissance avec la même quantité d'hydrogène à bord, on n'aurait pas l'autonomie des 10 tours. Et donc, on voit
que le point de fonctionnement de la fuel cell est un compromis assez délicat. La quantité d'hydrogène à bord, en gros, vu la taille des réservoirs, leur poids, etc., on peut difficilement imaginer sur une technologie de gaz embarquer plus de 12 kg d'hydrogène utilisable. Et donc ça aussi, ça va limiter la conception de la voiture. Il sera difficile de faire plus de 10 tours, par exemple, dans un site, parce qu'on ne peut pas augmenter comme on veut. La capacité du réservoir, c'est beaucoup moins simple que sur une voiture à essence classique. Et si on voulait aller au-delà de ces valeurs-là, de nouveau, on arriverait dans un processus qui est divergent. Et puis, également, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de technologies additionnelles pour atteindre la performance. Donc, on a besoin de batteries forte puissance. Donc, c'est des batteries qui doivent faire entre 150 et 200 C. C'est assez extraordinaire comme batterie, qui embarquent très peu d'énergie, mais par contre, qui sont capables de délivrer une très forte puissance. Pourquoi? Parce que pour faire le temps autour, vous mettez en parallèle la fuel cell et la batterie. Donc, vous avez une puissance qui est on va dire à 800 kW. Et du coup, ça vous permet de monter très vite en vitesse, et ça, c'est très bénéfique sur le temps autour. Par contre, cette batterie, par définition, n'est pas plug-in, parce que sinon, on perdrait trop de temps au stand pour la recharger, et puis elle serait beaucoup trop grosse, trop lourde, etc. Donc, elle embarque effectivement peu d'énergie. Et l'idée, c'est que cette énergie, vous la récupérez dans un tour par le freinage, voire en faisant fonctionner un petit peu la fuel cell dans des phases de lift and coast, en fin de ligne droite, pour recharger la batterie et donc disposer de cette puissance au début de la ligne droite suivante, après le virage. Ça, c'est le principe. Et du coup, ça entraîne des profils de vitesse assez différents d'une voiture classique. C'est-à-dire qu'on monte très vite et puis à un moment donné, on a du lift and coast, on freine. Donc, c'est pas les profils de vitesse classiques d'une voiture de course. Également, on s'est rendu compte que le poids étant quand même important sur ces voitures, on imagine de l'ordre de 1500 kg, on a besoin d'aérovariables pour compenser ce poids. On a aussi probablement besoin de travailler sur les pneus, voire sur la suspension, et probablement du four-wheel drive pour améliorer la récupération d'énergie au freinage, mais également pour avoir des capacités de faire de la dynamique véhicule plus élaborée, donc plus performante. Donc voilà, il faut tout ça. C'est quand même assez contraignant. Et donc, c'est ce que je mets là. Il est difficile de sortir de ce que j'appelle ces paramètres magiques, entre guillemets. Et donc, ça veut dire que le potentiel de développement de cette technologie en compétition est quand même limité de par ces effets-là. 3 minutes 30 au tour, on pense que c'est accessible. Si on me demandait un 3 minutes 15, aujourd'hui, dans cet environnement technologique, ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas aussi facilement que sur une voiture essence cette capacité à aller améliorer la performance ou la gérer pour le futur. Et c'est pour ça que... Donc, avant que tu enchaînes sur l'H2 ICE, il y a quelques questions. Première question, c'est votre objectif est-il de développer davantage la technologie de pile à combustible et celle du moteur thermique? Et la question corollaire, c'est en 2028, y aura-t-il des voitures PAC H2 et thermique H2? Oui, alors ça, j'en parle après. C'est sur le principe. Je ne sais pas s'il y en aura, mais en tout cas, il y aura la possibilité d'en avoir. C'est-à-dire que c'est ouvert. Ouais. Et on veut effectivement, ça c'est une volonté claire de l'ACO, autoriser les deux technologies. On considère qu'on n'est pas là pour choisir une technologie, pour définir quelle est la meilleure. Au contraire, si on raisonne en tant que sport auto accélérateur de développement, on a besoin d'accélérer le développement des deux technologies. Donc on souhaite avoir les deux technologies présentes sur la piste, en espérant que c'est possible. C'est pas évident, et c'est quand même bien l'objectif pour cette raison. Une autre question aussi, par rapport aux piles haute température, est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ou pas? Parce que c'est vrai que dans la mobilité classique, c'est plutôt pas étudié ou peu étudié. Non, moi, ce n'est pas étudié. Je l'avais regardé au tout début du projet, donc on a démarré le groupe de travail en 2018, donc il y a 6 ans. À cette époque, on était totalement ouvert à tout. Donc hydrogène gazeux, liquide, moteur à combustion, pile à combustible, pile haute température, etc. On ne s'était rien interdit. On avait ouvert le panorama, on avait discuté avec les constructeurs, et après on a commencé à focaliser, à cibler.
La pilote température, on l'a exclu parce qu'on avait regardé, moi j'avais rencontré des gens qui travaillaient là-dessus, chez Safran notamment. Et en fait, ça a évidemment un intérêt évident en refroidissement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on regardait. On s'est dit qu'il y avait peut-être une clé. Moi, je me suis rendu compte en allant rencontrer ces personnes-là qu'en termes de performance, de densité de puissance, on était quand même très loin du compte aujourd'hui. Alors, est-ce que ces piles s'amélioreront? Est-ce que je n'en sais rien? Mais on s'est dit, on ne veut pas non plus introduire une surcomplexité dans le règlement en autorisant trop de trucs s'il y en a qui n'ont aucune chance de venir dans un futur proche. Parce que ça complique le règlement, ça complique les équivalences. Si c'est pour ne pas les voir du tout, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on a délibérément exclu les piles à haute température. Encore une fois, pour le moment, on se rend compte que la techno hydrogène évolue très très vite dans tous les sens. Si un jour on arrive à des pilotes de température qui fonctionnent bien en densité et qui évidemment ont un avantage en refroidissement, il n'y a aucune raison de les interdire à ce moment-là. Et pour l'instant, on l'a exclu pour éviter une surcomplexification du règlement. Ok. Il y avait une autre question aussi, c'est donc aujourd'hui il y a plusieurs fabricants de piles à combustible. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui travaillent sur ce sujet compétition, au-delà du projet Mission H24 qui est piloté par la CO? Oui, à ma connaissance. Alors, pas forcément directement des fabricants de piles à combustible, mais par constructeurs interposés, oui, il y a des réflexions ailleurs que chez Symbio sur le sujet. Ok, ça marche. Ensuite, Il y a l'hydrogène aussi liquide. des sociétés qui n'étaient pas intéressées. Moi, j'en ai contacté des grands de la pile à combustible dans le monde qui n'étaient pas intéressés à l'époque. Donc, voilà, il y a un peu plus. Mais il y a des constructeurs qui regardent ça et c'est pas avec Symbio. Donc, voilà. Ouais. Et alors, donc il y a un autre sujet, c'est tout à l'heure tu parlais d'aérovariable pour compenser le poids du véhicule de course H2 PAC. Qu'est-ce que ça signifie l'aérovariable pour compenser le poids? Alors, l'idée, c'est que on veut, pour passer assez vite en courbe, on veut quand même avoir suffisamment d'appui, donc des appuis importants. Et en même temps, et ces appuis-là sont oui, enfin, c'est plutôt pas mal par rapport au travail du pneu. Et en même temps, on ne veut pas surcharger la voiture en ligne droite pour éviter trop de traîner. Parce que, en fait, il faut comprendre que sur une voiture hydrogène, on fonctionne à énergie limitée. Alors, c'est très vertueux pour le futur. Hein. Je parlais tout à l'heure de performance sur le moteur turbo en disant finalement, appliqué à la voiture de route, on cherche à faire la même performance en consommant de moins en moins. Si on fonctionne à énergie limitée, par définition, on va devoir trouver toutes les astuces pour exploiter au mieux la voiture avec cette énergie à bord limitée. Ça, c'est vertueux pour le futur. Par contre, c'est pas complètement évident à faire. Il est clair que les hautes vitesses, on lutte contre le vent et on perd énormément de puissance et d'énergie, surtout à lutter contre le vent. C'est pour ça qu'en fait, ces voitures ne seront pas forcément des voitures qui auront les mêmes top speed que les voitures à essence. On vise quand même plus de 300 à l'heure, hein, ça restera décent. Mais l'idée, c'est pas d'épuiser l'hydrogène sur des plateaux de vitesse trop élevés, tous ces profils un peu particuliers. Et d'où la nécessité de l'aérovariable. Alors on pourrait dire on ne fait pas d'aérovariable, mais faire une voiture qui a finalement une finesse, donc un ratio appui sur traînée important sans mettre de l'aérovariable, c'est extrêmement compliqué, c'est cher, c'est énormément de temps de développement en soufflerie. Et là, à la limite, l'aérovariable est plus simple. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est plus sur deux modes de fonctionnement. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé mais qui pourrait être ouvert. Voilà, c'est aussi tout ce qui est refroidissement variable. Là, ça fonctionne sur certaines voitures de route. Ça pourrait être un sujet amusant. Mais là, on n'est pas rentré dans ce détail. Ok. Et du coup, eh ben, on va te laisser continuer. Alors, parce qu'il y a plein de questions sur le l'hydrogène liquide et voilà. Ouais, bah, ça arrive. Voilà. On soit impatient. Alors, ce que je disais, oui, c'est que du coup, on voit qu'on est quand même un petit peu dans une nasse hein, avec l'hydrogène gazeux tel qu'on l'avait conçu. Et en fait, on s'est rendu compte que deux technologies se sont développées depuis 2018. Donc, quand on a commencé, c'était pas vraiment accessible. Alors, la première, c'est le moteur à combustion interne à hydrogène. Moi, la seule personne qui m'en avait parlé en 2018 dans le cadre du groupe de travail, c'était Ulrich Barecki, qui était l'ancien ingénieur moteur d'Audi. Il m'a dit, tu devrais regarder ce truc-là. Et je lui ai dit, bah, pourquoi pas, puisqu'on était ouvert.
Et ce qui m'a donné, c'était des articles universitaires. Enfin, le truc paraissait vraiment très très loin d'une application. Il n'y avait pas de composants disponibles, etc. Et donc, toujours par souci de pragmatisme, on s'est dit, on ne va pas mettre les moteurs à combustion interne. C'est pas la peine, encore une fois, de mettre une techno qui, au fond, n'est pas prête de voir le jour. Ça complexifie le règlement. Et puis, pendant les années Covid et tout, on a vu des développements de plus en plus importants autour du moteur à combustion interne. Je crois qu'une fois Bosch m'avait cité que dans leur projet lié à l'hydrogène qui leur était demandé de part et d'autre, près de la moitié concernait du moteur à combustion. On a vu plusieurs sociétés, plusieurs motoristes qui ont commencé à travailler ça. Toyota, évidemment, l'a fait sur sa voiture, mais ils sont vraiment pas tout seuls. Il y en a plein d'autres. Et on l'a vu au Mans, sur les 4 voitures que je citais qui ont roulé, il y en avait 3 moteurs à combustion. Il y avait l'Alpine, la GCK et la Ligier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est regardé intensivement en ce moment. Et d'un seul coup, on a vu un progrès énorme sur ces moteurs et surtout une disponibilité de composants qui n'existait pas quelques années auparavant. Et donc, on s'est posé la question au sein de la CO. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour choisir les technologies, on est là pour leur permettre de s'exprimer, de se développer. Et donc, on a considéré que, vu la maturité que commençait à atteindre le moteur à combustion interne, on allait l'accepter. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, aujourd'hui, elle est intéressante parce qu'elle permet assez facilement d'atteindre des puissances plus élevées que sur une pile. Sur une pile, on le paye tout de suite en poids. Sur un moteur à combustion, c'est beaucoup moins pénalisant en termes de poids. Et puis, c'est aussi une technologie, puisqu'on évacue de la chaleur par les échappements, qui est moins exigeante en termes de refroidissement. Donc, elle a ces avantages-là. Elle bénéficie de plus d'un siècle de développement de moteurs à combustion, même si la combustion hydrogène est différente et pose des problèmes particuliers. Donc voilà, c'est clair que sur le très court terme, c'est une technologie qu'on ne peut pas négliger en sport automobile. Et puis l'autre problème, l'autre technologie qui est apparue, c'est l'hydrogène liquide. Alors ici, je dis que des puissances plus élevées pourraient être disponibles avec le moteur à combustion. C'est vrai, mais du coup, on aurait besoin de plus d'hydrogène. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en même temps apparaît finalement cette possibilité d'utiliser l'hydrogène liquide dans la mobilité qui permet d'embarquer plus d'hydrogène à bord. Donc finalement, ça donne un peu la réponse à ces plus fortes puissances. Alors jusque-là, l'hydrogène, je l'ai illustré par quelques images, était utilisé surtout dans le domaine spatial, hein, l'hydrogène liquide. Par contre, on commence à le voir apparaître, alors notamment pour de la logistique, pour le transporter, alors c'est notamment le Japon qui développe ça, pour le transporter l'hydrogène fabriqué sous forme liquide en Australie vers le Japon, donc avec des super tankers. Hein. Et Bruno et moi, on a vu un de ces bateaux dans le port de Kobe là, en janvier, donc c'est déjà une réalité ces bateaux. Moi, j'avais fait un voyage au Japon en 2018, Kawasaki parlait de faire ces bateaux. On revient en 2024, un premier bateau existe, a fait le trajet Australie-Japon, avec de l'hydrogène liquide, l'a déchargé dans un port, donc l'infrastructure de déchargement et tout a été travaillée. Voilà, c'est assez impressionnant et ça va vite. Et puis, évidemment, Toyota l'a introduit en compétition avec la Corolla H2 au Café des 24 heures de Fuji l'an dernier et cette année. Sur le LH2, quand même, il y a une question. Précédemment, tu as parlé donc du stockage d'hydrogène sous forme gazeuse dans des réservoirs type 4. Et là, on parle de l'hydrogène liquide, mais que permet la FIA? Est-ce que la FIA a dit on autorise l'hydrogène liquide, mais si vous voulez continuer en gazeux, on vous autorise, ou alors c'est obligation de l'hydrogène liquide? Quelle est la situation? Non, la FIA, j'y viens, aujourd'hui impose l'hydrogène liquide après 2026. Donc la H24 Evo que vous avez vu tout à l'heure, on aura le droit de rouler sous condition qu'on remplisse les tests de sécurité, etc. Elle pourra être homologuée par la FIA pour les courses dont on a parlé, hein, Michelin, Le Mans Cup et ELMS, mais la FIA n'homologuera plus de telles voitures après 2026. Et donc après, il faudra passer en liquide en compétition. Donc c'est sûr qu'il y a une imposition réglementaire, mais en même temps, c'est vrai que l'hydrogène liquide a une meilleure densité que l'hydrogène gazeux, se remplit a priori, je pense que la barrière des 2 minutes en temps de ravitaillement doit pouvoir passer, on parle d'1 minute, donc c'est aussi un avantage. Et en même temps, on pense qu'en hydrogène liquide, a priori, on peut avoir des réservoirs beaucoup plus fins que
700 bars, puisque par définition, on travaille à quelques bars. Hein. La FIA met aujourd'hui une limite de 3,3 bars. L'hydrogène, il peut être liquide jusque vers 13 bars, mais on n'est pas dans les 700 bars. Donc c'est clair que le réservoir lui-même n'a pas besoin de résister au même niveau de pression, donc peut être plus léger. Donc tout ça mis bout à bout, fait qu'on a un réservoir plus léger, qu'on peut embarquer plus d'hydrogène à bord. Du coup, avec la FIA, on parle plutôt d'avoir 16 kg d'hydrogène utile par rapport à 12 avant. Donc voilà, tout ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'avantage en termes de physique, vous avez l'imposition réglementaire de la FIA à partir de 2027. Alors, et donc là, tu parles de 3,3 bars maxi, donc on est très loin du super. C'est une FIA aujourd'hui dans leur projet de règlement, hein. Il n'est pas encore complètement ouais. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans le SLH2 comme c'est étudié pour certains camions, ou dans le cryocompresse, donc à haute pression. Là, on est vraiment dans la phase vraiment basse pression, oui. Où on arrive à atteindre les densités théoriques à 71 grammes par litre. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça, alors à 1 bar, dès que tu augmentes à 3 bars, on est déjà plus à 71 kg par litre, grammes par litre, mais c'est quand même, tu restes quand même dans des densités qui sont meilleures et assez largement que en gazeux. Et donc en conclusion, c'est que finalement la CO lui a décidé d'ouvrir son règlement vers les moteurs à combustion, tout en gardant la pile à combustible, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse à une question. Et puis la FIA a décidé d'aller vers l'hydrogène liquide et c'est assez cohérent avec la possibilité de mettre des moteurs à combustion. Et donc voilà, ça c'est les nouvelles orientations. Et c'est quand même très récent, c'est-à-dire qu'en 2018, on s'était posé ces deux questions. On s'était aussi posé la question de l'hydrogène liquide. À l'époque, il n'y avait pas de travaux sur les camions, il n'y avait pas, c'était juste un truc de fusée. Et on s'est dit que ça allait être trop nouveau, trop complexe par rapport à la maturité dont on avait besoin à l'époque. Et on voit qu'en 6 ans, le monde de l'hydrogène a changé. Alors malgré tout, ça c'est la partie vert plein de l'image. Maintenant, je vais faire la partie vert vide, c'est-à-dire que malgré tout, ces technos posent des sérieux problèmes, des questions techniques. Donc, au niveau du moteur ICE, il y a une question qui nous préoccupe quand même pas mal, qui est la question des émissions de NOx, parce que le moteur ICE est clairement zéro, ou on va dire peanuts en émissions de CO2. Il y a un petit peu de CO2 à cause du blow-by de lui, mais c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, en NOx, ça dépend vraiment de la manière dont se fait la combustion. Et à la différence d'une fuel cell, au moins une fuel cell, finalement, une pile à combustible, c'est de la combustion froide. C'est pour ça qu'on a besoin d'un catalyseur. C'est la même réaction chimique, mais faite à froid avec un catalyseur. Et du coup, on n'a pas de NOx, on n'a pas de CO2. C'est vraiment zéro émission. Le moteur à combustion interne, il est un peu moins zéro émission. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde. On n'est pas des ayatollahs. Je veux dire, le zéro n'existe pas en maths, il n'existe pas en physique. Donc, on sait que même sur un niveau d'émission, il y a toujours des petites fourchettes. On aimerait quand même bien, parce que c'est de l'ambition de ce programme, limiter au maximum les émissions, qu'elles soient de CO2 ou de NOx ou autre. Et donc, se pose une question sur les NOx. Alors, on sait que sur des combustions pauvres en hydrogène, on peut avoir des bons rendements grâce à la bonne vitesse de flamme de l'hydrogène. Donc, on pourrait fonctionner en mélange largement éloigné de la stoichiométrie et plus pauvre que ce qu'on saurait faire en essence. Et ça évite les NOx. Par contre, ça pose d'autres problèmes. Typiquement, si vous êtes en mélange pauvre, il faut plus d'air. Donc, pour avoir plus d'air, soit on augmente la cylindrée, soit on met des turbos. Le problème, c'est que le turbo, il ne va pas fonctionner avec des bonnes températures. Donc, il va falloir des turbos, etc. Donc, il y a de la technologie derrière le fait de fonctionner en mélange pauvre ou lambda élevé. Hein. Les convertisseurs catalytiques, c'était un peu encombrant et lourd sur une voiture de course. Donc voilà, ça, c'est des questions qui sont en suspens aujourd'hui en discussion. Tu ne mentionnes pas l'injection d'eau. Qu'est-ce que tu en penses appliqué à l'endurance? Pourquoi pas? C'est là aussi, c'est en réflexion, c'est en discussion. Il y a des constructeurs qui sont pas forcément pour. Après, il faut quand même embarquer de l'eau. Enfin, on remet du poids. Mais ça fait partie des
du champ des possibles. Et aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de décision par rapport à ça. Oui. C'est également pour les combustions anormales au-delà des émissions de NOx. Oui, même plus ça aide sur les combustions anormales, donc ça a un intérêt. Est-ce qu'on saurait l'appliquer sur une voiture de course, justement compte tenu du poids de ce que ça impacte? Ça a quand même quelques inconvénients, donc là il y a des bilans à faire. Et on n'a pas fixé aujourd'hui de niveau d'émission de NOx parce que justement, on n'a pas envie de mettre la techno dans un corner impossible. C'est-à-dire qu'on a envie, on pense que de toute façon, amener de l'hydrogène, c'est une bonne chose, ça évite pratiquement complètement le CO2, ça limite quand même, de toute façon, on limitera les NOx par rapport à des moteurs classiques. La question, c'est est-ce qu'on sait faire mieux ou pas? Ça peut dépendre il peut y avoir des coûts associés qui, à un moment donné, deviennent prohibitifs. Donc, on voudrait nous définir une valeur à un moment donné de NOx qui soit dans une fourchette raisonnable et accessible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. C'est le du travail et de la simu et des discussions avec les constructeurs. Également, il semble que pour le moment, je vais le dire, ces moteurs consomment finalement plus d'hydrogène qu'une fuel cell. C'est ce qui ressort un peu des simus qu'on a fait avec les constructeurs. Mais ça, à partir du moment où on a de l'hydrogène liquide d'abord, c'est un peu moins un problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis évidemment, comme on veut donner leur chance à ces deux technologies, qu'on souhaite qu'elles puissent se développer toutes les deux, il faudra une équivalence de technologie entre les deux. Et c'est pas évident parce que elles se positionnent pas de la même façon. Donc là, il y a un travail à faire sur la manière dont on fera cette équivalence de technologie. Et puis avec les moteurs à combustion, mais ça c'est moins dans le domaine du réglementeur, c'est plus dans le domaine des constructeurs. Il y a les problèmes de combustion erratique, d'auto-allumage, de hotspot, là dont tu parlais. Il y a les problèmes de pollution de l'huile par l'eau et les phénomènes de blow-by. Il y a les problèmes de corrosion éventuellement de composants moteurs. C'est peut-être un peu moins grave en sport auto parce que finalement on a quand même la possibilité de changer les pièces. Mais voilà, il y a pour les constructeurs de quoi s'occuper aussi avec ces moteurs-là. Alors effectivement, il y avait une question, et j'attendais que tu abordes ça. Effectivement, tous les problèmes de corrosion, de fragilisation en course, ça ne devrait pas être un problème, alors que sur route, c'est un sujet qui est regardé actuellement pour le qualifier et le quantifier en termes de durée de vie, tout simplement. Oui. Voilà. Mais c'est pareil pour la durée de vie de la pile à combustible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est un sujet pour les voitures de route et les camions, que c'est aussi lié à la pollution du catalyseur. Il y a aussi beaucoup de travaux sur les coûts de pile à combustible au niveau des catalyseurs. Chez nous, c'est un peu moins un problème. Parce que malgré tout, c'est le paradoxe, c'est que même si on fait 24 heures, même si on fait une saison complète de championnat WEC, en termes d'heures de fonctionnement, c'est beaucoup moins que ce qu'on demande sur une voiture de Si tu as d'autres questions, si je continue. Il y a des questions sur le LH2. Je ne sais pas si je te les pose maintenant ou plus tard. J'y arrive, là, LH2. On attend un peu. Voilà. Donc, l'idée, c'est de l'avoir à bord. Ce qu'on dit, c'est quand même que tout doit être développé pour une application route. Donc, les règlements et les règlements safety, notamment, sont faits par la FIA. On est en pleine discussion avec eux en ce moment, avec certains constructeurs qui sont impliqués aussi dans ces travaux et certains fournisseurs aussi potentiels de réservoirs. Donc là, on est en plein dedans en ce moment. La décision est très récente, donc voilà, c'est un travail. Également, la disponibilité de certains composants clés doit être quand même regardée précisément. Là, aujourd'hui, j'ai pas de vision claire de ça, mais ce on ne veut pas, c'est avoir une technologie qui soit complètement phagocytée par un constructeur parce qu'il aurait des composants clés pour d'autres et non disponibles. Donc, il y aura tout un travail à faire autour de ça. On peut éviter ça. Le boil-off, qui est un problème insurmontable pour une application voiture particulière. Le boil-off, c'est l'évaporation de l'hydrogène liquide sous l'effet de la chaleur, mais comme l'hydrogène liquide il est cryogénique, donc à moins de 253 degrés, c'est 20 Kelvin, avec la température ambiante, on réchauffe très vite suffisamment le réservoir, même s'ils sont particulièrement bien isolés. Et du coup, à un moment donné, l'hydrogène s'évapore, c'est comme une cocotte minute, ça monte en pression, et comme le réservoir n'accepte pas trop de pression, il y a bien un moment donné où il faut l'évacuer. Et l'évacuer, c'est le laisser sortir. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est compliqué. Est-ce qu'on le laisse partir dans l'air? Est-ce qu'on le traite derrière? Il y a toutes ces questions sur une disposition de voiture particulière, mais aussi sur la voiture de course. Mais en cas, par exemple,
de boil-off parce qu'on resterait, je sais pas, sous un drapeau rouge ou un truc comme ça et très longtemps sur la grille de départ. Il faut quand même qu'on traite ces questions. Ça paraît quand même plus simple sur une voiture de course parce que par définition, malgré tout, le mainstream, si on la remplit, elle part et elle utilise son hydrogène. Ça a été considéré comme rédhibitoire sur les voitures particulières. Et puis il y a aussi un point qui est un peu moins, peut-être un peu moins souvent détaillé, c'est qu'on a besoin de pompes particulières pour cela, et c'est encore un challenge technique parce que ils doivent fonctionner en milieu cryogénique. L'idée, c'est effectivement d'extraire l'hydrogène liquide, et après, vous avez tout un système pour le transformer en gaz, donc par réchauffement, parce que le moteur, lui, va l'exploiter, ou la pile à combustible va l'exploiter sous forme de gaz. On ne va pas injecter du liquide dans la pile ou dans le moteur. Donc il y a effectivement à pomper, le mettre à la pression suffisante, notamment pour les injecteurs, si on est en technologie moteur. C'est un peu moins sensible pour si on est en pile à combustible. Et puis, il faut aussi arriver à avoir des systèmes de réchauffeurs, etc., d'échangeurs thermiques, en fait, pour le transformer en gaz. Donc, il y a une petite usine à gaz derrière le réservoir liquide. Et également les protections du réservoir, à quoi devra répondre le réservoir en cas de crash, ça nécessite d'être défini par la FIA avec des risques à évaluer, hein, qui sont les FUVCE Fireball. En gros, c'est la vaporisation rapide du liquide si il se répand dans un environnement plus chaud. Et donc, alors, sous différentes formes, c'est quand même une question à investiguer. Je ne sais pas si tu avais des questions, parce que je crois qu'après je passe au ravitaillement. D'accord. Et ben, du coup, comme on arrive proche de midi, je vais faire une petite interruption avec un sondage des questions. Ça va durer 30 secondes par question. Il y aura à peu près 2 minutes 30 en tout. Donc, hop, voilà le premier sondage. Avez-vous actuellement des activités en lien avec les sports mécaniques? Oui, non. Ou alors non, mais j'en étudie l'opportunité. Donc, je laisse encore une vingtaine de secondes et après je passerai au sondage suivant. On est quasiment à 100%. Voilà. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ensuite, la question suivante, quelles sont vos activités en lien avec l'hydrogène? Donc les résultats, hein, sont confidentiels, ils restent uniquement à disposition de Bernard Niclot et moi-même. Voilà, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Ensuite, la question suivante, sur quelle brique techno souhaiteriez-vous contribuer en lien avec le moteur H2 ICE? L'allumage avec 3 L, c'est pour bien allumer. Voilà, donc combustion, allumage, blow-by, lubrification, corrosion de composants, injecteurs et usure. Il y a des aspects composants, tribologie, et puis d'autres sujets. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ensuite, encore 2 questions. Donc, sur quelle brique techno souhaiteriez-vous contribuer en lien avec l'hydrogène liquide, ce coup-ci? Parce que vous avez vu qu'il y a des enjeux, hein, sur la pompe cryo, entre autres, sur tout ce qui est vanne, etc. C'est une usine à gaz, comme le dit Bernard Niclot. Et du coup, les briques techno qui sont listées ici, que ce soit pour le H2ICE ou le LH2, c'est des briques techno, voilà, qui sont considérées comme des points durs actuellement. C'est pas exhaustif, mais voilà, ça permettrait de faire avancer. Et du coup, si vous avez des possibilités, il y a des choses à faire. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et la dernière question, donc, c'est est-ce que vous souhaitez être contacté par rapport aux possibilités de collaborer, par rapport aux briques techno que vous pourriez apporter, etc.
Donc là, ça peut être une mise en relation en gérant la confidentialité. Ça peut être le montage de projets régionaux, nationaux ou européens, voilà, pour avancer, en lien avec la compétition et puis en lien avec tout ce qui est connexe, hein, parce que le poids lourd, ça va se développer assez fortement, j'en suis convaincu, sur la partie hydrogène liquide. Voilà, on est à 70%, donc je vais pouvoir arrêter. Donc on a les 3/4 de oui, donc voilà, il y aura Bernard, on aura des sujets pour avancer sur les différents verrous technologiques actuels. Ça marche, ben merci. Voilà. Donc je te laisse poursuivre. Le sondage est fait, Oui, alors il y a moi, encore des parties. J'arrive un peu sur la fin là. Je voulais parler du ravitaillement parce que en fait, une des difficultés de l'hydrogène, c'est qu'il ne suffit pas de faire des voitures. Si on veut qu'elles roulent, il faut pouvoir les ravitailler. Et en hydrogène, c'est quand même tout un sujet. C'est une des originalités de ce projet par rapport à tous les travaux de règlement auxquels j'ai participé dans ma carrière. Le ravitaillement n'était pas un problème. Alors, je vais expliquer ce qu'on avait en tête pour le gaz, puisque le liquide, c'est très récent, donc c'est un peu compliqué de dire où on en est, mais on a envie d'appliquer les mêmes principes que ce qu'on avait imaginé pour le gaz. Tout d'abord, une infrastructure de ravitaillement, ça a un coût. Et donc, si on veut faire un championnat, avoir ces voitures qui roulent aux 24 heures, mais dans toutes les courses du WEX, à peu près, c'est même exactement 8 courses par an, ça veut dire que vous allez avoir 8 circuits qui vont devoir investir dans une infrastructure de ravitaillement hydrogène qui est coûteuse et qui, au début, ne va pas servir beaucoup. Dans le futur, le sport automobile va y aller plus massivement, mais en tout cas, pendant un certain temps, ça va quand même rester limité à ces championnats top championnat. Et donc, du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'était à dire il faut qu'on diminue l'investissement fixe fait par les circuits. Et donc, la solution, c'est effectivement d'avoir un système de ravitaillement transportable. Et l'idée, c'est un peu la préfiguration de ce qu'on a pu voir avec Mission H24, où vous avez la station de ravitaillement dans un conteneur maritime. Alors, cette hydrogène-là, cette station ne refroidit pas aujourd'hui. Donc, dans un conteneur maritime, dans le futur, on aurait un système de compression, un système de refroidissement d'hydrogène également. Donc, ça, c'est une partie modulaire, transportable, également modulaire, parce que si vous avez plus de voitures, vous mettez plus de conteneurs maritimes. Si vous en avez moins, vous en mettez moins. Et donc, ça nous permet de nous adapter aussi à l'évolution du plateau, parce qu'au début, on n'aura peut-être pas beaucoup de voitures, puis il y en aura de plus en plus. Et donc, on ne va pas investir dans une infrastructure de ravitaillement, mettons, capable de ravitailler 10 ou 12 voitures, si au début, on en a 4 ou 6. Donc, c'est vraiment tous ces enjeux-là qu'il y a derrière. Et puis, évidemment, un conteneur maritime, c'est éminemment transportable. Également, dans la chaîne de ravitaillement, vous avez l'approvisionnement initial en hydrogène. Ça, on imagine d'avoir des truck trailers, alors soit gaz, soit liquide, complètement en amont de ces systèmes de conteneurs de ravitaillement. Ça aussi, c'est par définition, un camion, c'est évidemment transportable. Et puis, en pit lane, l'idée, c'était d'avoir un dispenser avec un nozzle, une canne de remplissage. Et ça aussi, ça peut se transporter. Donc, on avait imaginé un système très transportable, très modulaire, où finalement, la seule infrastructure fixe, c'est fondamentalement des pipelines pour amener l'hydrogène d'un point à un autre, sur du camion hydrogène vers les containers de compression et refroidissement, et puis après de ces containers-là vers la pipeline, le bord de piste au niveau des dispensers. Et donc, ça permet de minimiser l'investissement et d'avoir une infrastructure qu'on va pouvoir utiliser sur différents sites. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a besoin de tout reconsidérer parce qu'évidemment, remplir l'hydrogène liquide, ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, on souhaite rester sur cette idée de modularité et transportabilité. Donc ça va vraiment être un challenge pour l'hydrogène liquide. On va vouloir ravitailler, mais en plus créer des infrastructures de ravitaillement qui ne sont pas complètement dédiées à un circuit, qui ne sont pas complètement fixes, mais qui restent modulaires et transportables. Et donc là, on a commencé toujours avec le partenaire énergétique de la CO, Total Energy, à y réfléchir. Voilà. Mais donc là aussi, la décision LH2 est récente et du coup, c'est quelque chose qu'il faut qu'on refasse en profitant quand même d'un certain nombre d'acquis de l'étude précédente sur le gaz. On avait notamment beaucoup travaillé avec l'INERI sur tous les aspects de sécurité du système et on s'était rendu compte que ces aspects de sécurité
pouvait être dimensionnant sur des points de technologie, de réalisation de la station. Et donc ça, c'est quelque chose que Total Energy a maintenant bien en tête. Et cette notion d'associer sécurité avec le concept de station dès le début est un mode de travail qui sera adopté aussi pour l'hydrogène. J'arrive moi à la conclusion. C'est que finalement, à travers Mission H24, l'étude de pré-ingénierie, on a acquis la conviction qu'on ne rêvait pas que des voitures hydrogène en compétition au plus haut niveau du WEC, c'est faisable. Mais par contre, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on travaillait dans des fourchettes étroites de paramètres tant qu'on restait dans ce qui étaient les choix initiaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller faire cet élargissement, cette ouverture aux technologies. Alors, vers les moteurs à combustion qui permettent probablement d'avoir plus rapidement des voitures hydrogène du bon niveau de performance. Et puis, on soutient la FIA dans son développement d'hydrogène liquide parce que c'est finalement assez cohérent avec ce qu'on veut faire aussi en acceptant les moteurs à combustion. Alors, c'est sûr que ça apporte des nouvelles opportunités, mais aussi ce sont des nouveaux challenges. Alors, c'est aussi pour ça qu'on retarde le programme. Initialement, on avait parlé de 2024. Bon, le Covid a mis tout ça en l'air. Après, c'était plutôt 2026 et c'était accessible. Là, on parle plutôt maintenant de 2028. Donc, ça s'est décalé, mais finalement pour de bonnes raisons. Clairement, ce qu'on constate, c'est que le sport auto va continuer, et c'est vraiment notre souhait, à être un accélérateur de développement pour résoudre tous ces challenges. Alors, le liquide hydrogène, on y pense pour le transport lourd, hein, donc on y pense aussi pour l'aéronautique, donc il y a des passerelles vers une mobilité un peu plus ordinaire que le sport auto, même si c'est pas le véhicule particulier. Donc on reste de ce point de vue-là dans cette logique de la CO, de contribuer au développement de la mobilité du futur. Et puis finalement, rétrospectivement, si je donne un petit peu dans le rétroviseur, je me rends compte que finalement, effectivement, le projet a évolué, effectivement, il s'est retardé, mais au fond, c'est lié à tous les développements qui sont apparus dans cette période-là. Et on peut dire pratiquement que chaque jour apporte de nouvelles idées, des innovations. Et ça veut dire que l'hydrogène est un secteur aujourd'hui de réflexion active avec beaucoup de R&D, et ça, c'est, je trouve, la bonne nouvelle. De l'hydrogène. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin voilà, on peut. Alors, il y a pas mal d'autres questions. Comme on vient de passer midi, donc je vais juste repréciser. Donc, dans les prochains jours, donc on va dire d'ici maximum fin de la semaine prochaine, j'aurai créé un montage vidéo incluant tous les échanges avec Bernard Niclot, incluant également les vidéos qui seront donc naturellement lisibles sans aucun problème, alors que là on a eu des problèmes avec la plateforme. Et donc du coup vous recevrez ça voilà, d'ici une grosse semaine au maximum. Alors les questions, donc je vais les prendre en essayant de rester quand même structuré. Donc par exemple, par rapport au ravitaillement, est-ce qu'il y a des échanges avec l'Extreme E qui travaille également sur l'hydrogène avec des contraintes d'approvisionnement dans les zones désertiques? Est-ce qu'il y a des contacts en cours? Oui, très light, un peu via la FIA, mais voilà, eux sont sur des problématiques quand même assez différentes. Hein, leur voiture, l'hydrogène, c'est presque un range extender sur ces voitures, c'est assez limité, c'est comme basiquement une voiture électrique. Après, une station mobile telle que celle qui a été développée, j'imagine, est utilisable. Je ne sais pas s'ils le feront avec les mêmes partenaires, mais voilà, non, il n'y a pas plus d'échanges que ça. Ensuite, par rapport au crash test, donc il y a les crash tests avec les tests balistiques qui étaient décrits tout à l'heure pour la partie gaz. Pour l'hydrogène liquide, on suppose que c'est le même principe. Qu'en est-il précisément? Ça, dépend complètement de la FIA. Et aujourd'hui, la FIA, autant elle a travaillé sur la partie réglementaire fonctionnelle du fonctionnel, c'est-à-dire il y a un PID du futur réservoir hydrogène, quelle mesure on veut faire, quelle redondance on veut apporter, etc. Au niveau des valves de sécurité. Il y a une première ébauche de protocole de remplissage de ces réservoirs, au moins sur des aspects sécurité. Mais pour l'instant, elle n'a pas travaillé sur les aspects danger et crash au niveau de ces réservoirs-là. Elle annonce ça pour novembre 2024.
2024, donc la fin de cette année. Donc à ce moment-là, je pense qu'ils font des essais sur des réservoirs, enfin des essais de principe. Et à ce moment-là, on en saura plus sur la partie résistance au crash de ces réservoirs, ce qu'ils demandent. Ok. Et pour la partie crash test, mais pour les véhicules, il n'y a pas de différence par rapport aux autres véhicules ou il y a des différences quand même? Alors sur le gaz, si, c'est-à-dire que la FIA a imposé notamment ce test 130 à l'heure. Hein, donc la voiture, je le rappelle, c'est donc le châssis plus ses réservoirs hein, qui sont impactés par un chariot qui pèse 1400 kg à 130 à l'heure, sans structure d'absorption de crash devant le chariot, il n'y a pas de nosebox, il n'y a rien. Et ce que je voulais dire, oui, voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle demande aujourd'hui sur l'hydrogène gazeux. Ça n'existe nulle part ailleurs que dans ce règlement-là. Et sinon, elle demande quelque chose qui ressemble plus en ligne avec la GTR13 ou la R134, c'est-à-dire que la FIA de longue date impose des crash tests et il y a tout un règlement sécurité au choc pour les voitures, notamment pour la protection du pilote, tout simplement. Donc il y a des crashs avant, arrière, des structures latérales, etc. Et l'idée, c'est que quand on effectue ces tests-là, donc qui sont classiques, on n'ait aucun endommagement des réservoirs. Donc on a tous ces tests-là, et ça c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans la R134, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voulez homologuer une voiture au Japon, vous allez faire les crash tests, enfin une voiture hydrogène, les crash tests japonais, les réservoirs à bord, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de conséquences sur le réservoir. Donc on est dans cette philosophie-là, plus le test, le fameux T-bone test de 130 km/h, et puis les tests balistiques que j'ai montrés tout à l'heure sur les réservoirs à gaz aussi. Ok. Il y a aussi une question par rapport à qu'est-ce que c'est? Oui, la qualité de l'hydrogène. Est-ce qu'il y a une imposition par la FIA ou est-ce que c'est les mêmes qualités d'hydrogène qu'on trouve sur la route? Non, alors ça c'est une bonne question. La qualité de l'hydrogène, hein, elle doit être à 99,7%, je crois, en pureté pour la pile à combustible. Ça c'est un impératif technique. Donc a priori oui, on impose ça parce que c'est pour la pile à combustible, c'est pour ne pas dégrader le catalyseur. Donc Oui, la pile à combustible exige un hydrogène très pur. Sur le moteur à combustion, on pourrait se contenter d'hydrogène moins pur, mais comme on veut avoir une infrastructure de ravitaillement unique, parce que c'est déjà assez compliqué à faire, donc, et puis on a un fournisseur d'énergie, donc voilà, ce sera une infrastructure la même pour tout le monde, donc ce sera le même hydrogène pour tout le monde, et donc forcément on va l'adapter au niveau de pureté le plus exigeant, qui est celui de la pile à combustible. Ouais, ok, ça marche. Alors, tac, ça c'est bon, ça, tac, réchauffer le combustible. Oui, alors il y avait une question aussi pour le réchauffage de l'hydrogène pour alimenter ensuite les injecteurs en hydrogène gazeux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simplement les flux thermiques qui vont créer un boil-off et qu'on va consommer ou est-ce qu'il y a un réchauffeur dans le réservoir? Alors ça, non, dans le réservoir, non. Dans le réservoir liquide, on va extraire du liquide. Après, il y a un système de réchauffement à prévoir. Ça, je pense que ce sera un peu à chaque constructeur il n'y a pas vraiment de raison que ce système de réchauffement soit commun. Aujourd'hui, il y a rien de défini au niveau des organes communs. Les réservoirs, on y pense fortement, notamment pour une bonne adéquation avec le système de ravitaillement. Alors, c'est une décision qu'on avait prise en gaz, d'avoir un réservoir commun pour tout le monde, le même. Pour avoir un dialogue homogène et toujours le même avec la station, parce que le ravitaillement, je ne l'ai pas dit, mais il faut des échanges d'informations sur l'état thermodynamique du réservoir entre la station et le réservoir, justement, tous ces problèmes de température, de pression, etc. Et donc, on l'avait décidé pour le gaz. Pour le liquide, il y a de très fortes chances qu'on arrive aussi sur une notion de réservoir commun. Sous quelle forme, définition commune ou vraiment fournisseur commun, c'est pas défini, c'est pas encore acté tout ça, donc c'est en discussion. Il y a quand même de bonnes chances qu'on y aille parce que ça a plein d'avantages. Après, il y a bien un moment donné où il faut arrêter le périmètre d'éléments communs. Je pense que la partie réchauffeur, c'est pas vraiment le travail du réglementeur d'aller jusque-là. Et donc après, oui, c'est clair que quand on a du froid et du chaud venant par exemple d'une pile ou d'un moteur thermique, on a envie de mettre le chaud dans le froid pour réchauffer, gazifier. Donc il y a forcément des astuces. Est-ce qu'il faut après un réchauffeur additionnel ou pas? Ça, je pense que c'est à chaque constructeur Ouais, pour piloter le flux thermique surtout, ouais, le bon Oui, flux pour le bon oui. débit.
Ce que je disais tout à l'heure sur le gaz, alors sur le liquide, et compte tenu de tout ça, ça va être un peu différent, mais ça posait de jolis challenges aussi de gestion de course, hein, parce que l'équipe peut faire la différence dans sa manière de gérer ça, justement, pendant des situations de course un petit peu Alors du atypiques. coup, une autre question donc, par rapport à l'hydrogène liquide qui est ouverte en 2028, est-ce qu'elle sera limitée à une catégorie donnée ou ouverte à toutes les catégories? Non, non, l'idée, c'est d'être dans une catégorie donnée, qui est la catégorie des hypercars, et, euh, et toutes les voitures ne seront pas à hydrogène. Enfin, il y aura une cohabitation avec des voitures à essence. C'est clair au début. De toute façon, aujourd'hui, il faut quand même être clair, on ne saurait pas faire un plateau, par exemple, l'ensemble des voitures du Mans en hydrogène pour des questions de ravitaillement. On n'est pas mûr pour ça, donc il faut démarrer. On va démarrer avec quelques voitures. Et l'idée, c'est effectivement que ce soit la top catégorie, que ces voitures puissent gagner. Ça, c'est l'ambition initiale de la CO, donc qu'on soit capable de se battre face aux voitures essence. Après, il est clair qu'on ne peut pas déployer ça dans les autres catégories pour le moment. Il est clair aussi qu'il va y avoir un rythme de développement. Alors j'espère que cette catégorie séduira les constructeurs et qu'on aura trop de demandes par rapport aux possibilités, ce serait l'idéal. Mais il est clair que petit à petit, on va développer plus de stands de ravitaillement. Enfin, voilà, ça va prendre son essor, mais on n'est pas encore aujourd'hui à pouvoir dire que toutes les catégories auront ça et ce sera généralisé. Je pense que ça se compte encore en décennies pour arriver à ce niveau-là. C'est pas une question de 3 ans. Hmm. Alors, on a une autre question. Oui, est-ce que on a, au moins en ordre de grandeur, si c'est pas confidentiel, le coût du stockage liquide versus stockage gazeux? Alors, j'ai aucune idée. Non, malheureusement, non, je ne l'ai pas. Désolé. D'accord. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre C'est pas question? forcément, enfin, je suis pas sûr que ce soit forcément plus cher parce que le stockage liquide. Alors, l'idée, hein, c'est d'avoir une double pot, j'en ai pas trop parlé, un réservoir double pot avec une partie interne donc, qui est au contact du liquide, donc extrêmement froid. C'est une bouteille thermos en fait, un vide autour et puis une structure externe. Évidemment, le vide doit être assez poussé si on veut une bonne étanchéité thermique. Mais ça, c'est des technos qui existent aujourd'hui. Donc, je n'ai pas idée des coûts, mais on n'est pas dans quelque. Je ne pense pas qu'on soit dans quelque chose de lunaire en termes de coûts. Ouais, C'est pas ce le qu'on but. avait vu au Japon, effectivement, ça laisse penser qu'au niveau du réservoir, il n'y a peut-être pas c'est pas forcément ça le gros challenge en termes de Oui. prix. Il y a les pots intérieurs, extérieurs, que ce soit dans le véhicule ou au stockage statique. Ouais, Oui, c'est- c'est pas un point majeur de préoccupation actuellement. Alors, j'espère qu'on se trompe pas. Mais oui, c'est ça. Alors, du coup, il y a des spécialistes de l'hydrogène liquide qui nous en veulent parce qu'on dit que c'est juste une thermos, alors qu'en fait, c'est plus compliqué. Euh, donc du coup, il faut donc un réservoir super isolé thermos. Y a-t-il un système pour maintenir cette température à moins de 253 degrés? Donc là, effectivement, il y a un boil-off du fait qu'il y a un léger flux thermique. Donc effectivement, il n'y a pas oui, il forcément y de a système. forcément une boil-off. Alors, c'est aussi en discussion, est-ce qu'on met un temps de ce qu'on appelle un dormancy time, c'est-à-dire un temps pendant lequel on ne peut pas perdre d'hydrogène du tout? Ouais. Oui, probablement. Est-ce Lié que à ce sera une l'élévation de conséquence? température de pression qu'on accepte, hein, c'est ça. Oui, mais alors ça, c'est lié au niveau de pression qu'on veut bien avoir dans le ciel gazeux. Donc, en Ouais. fonction du niveau de pression qu'on veut avoir dans le ciel gazeux, on va tarer les soupapes, les valves d'évacuation, de dépressurisation du réservoir en fonction de ce niveau de pression. Et en fonction de ce niveau de pression, on peut accepter plus ou moins de température de l'hydrogène et donc avoir un temps de latence plus ou moins long. Donc, tous ces paramètres sont liés entre eux. Et c'est en discussion aujourd'hui. En gros, la FIA est partie aujourd'hui sur 3,3 bars maxi en ciel gazeux. Ça paraît pas une mauvaise valeur, parce que Ouais. sinon, Alors, il y en a qui évoquaient plutôt dans les 6 bars, mais donc là, 3,3, c'est dans la partie basse de ce qui oui, est. c'est dans la partie basse de la courbe liquide vapeur. Ouais. Ok. Alors du coup, il y a une De autre mémoire, hein, question. quand on augmente de 10 ou 12 Kelvin, on doit arriver à 13 bars, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, ça donne à peu près l'ordre de grandeur. Ça doit être pratiquement, c'est pas linéaire, mais on ne doit pas être loin du 1 bar par Kelvin ou quelque chose dans ce genre-là, quoi. Ça donne des ordres de grandeur.
Et après, en termes de perte, alors bien sûr, dans une voiture de course, on acceptera des niveaux de perte bien plus importants parce qu'il y aura la contrainte de la performance, on n'a pas besoin de stocker pendant des jours. Mais c'est vrai que ce qu'on avait vu au Japon, en perte par jour, en perte thermique, on était quelque chose au niveau du stationnaire à 0,06% par jour, hein. J'ai ce chiffre en tête. Donc c'est quand Oui, même des valeurs très faibles. Faut pas oui, c'est croire très qu'en un jour faible. ou deux, Ouais. on sait faire au Alors niveau après, stationnaire. il faut voir, ça dépend du réservoir, ça dépend de son volume. C'est sûr que quand on met le liquide dans ces énormes, là j'ai montré le bateau Kawasaki tout à l'heure, là ces énormes boules, réservoirs sphériques, c'est là qu'on a le meilleur ratio volume sur surface, donc le moins de surface d'échange pour un volume donné. Donc on est là dans des situations un petit peu plus favorables. Sachant que de mémoire, ces bateaux utilisent l'hydrogène du boil-off pour alimenter des piles à combustible ou des moteurs qui les font avancer. Donc ils les réutilisent et ils les Ouais, font c'est ce perdre qui est du temps. prévu. Effectivement, le démonstrateur, c'était pas le but, mais effectivement, pour les bateaux pleine échelle qui prévoient à partir de 2030-2035, c'est effectivement ce qui est prévu. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, le boil-off n'est pas du tout perdu. Voilà. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, pensez-vous que le réservoir peut être un élément de performance différenciant, les technologies conformables, etc. Donc, oui, les réservoirs seront conformables en hydrogène liquide. Est-ce qu'on peut faire Alors cette en affirmation? liquide, on peut les faire conformables et effectivement, on utilise mieux du coup, le volume disponible qui est par définition un peu alambiqué dans la voiture. Donc ça, c'est aussi un avantage clair par rapport au cylindre gazeux. Du type 4. Après, que ce soit un facteur différenciant de performance, si on arrive sur des réservoirs communs, ce qui semble quand même être la tendance, enfin, je crois qu'entre FIA, CO, on est à peu près tous d'accord, et constructeurs d'ailleurs, on est à peu près tous d'accord pour considérer que c'est vers ça qu'il faut aller. La manière d'y aller étant encore un peu en discussion, mais encore une fois, la décision n'est pas prise formellement, mais on est quand même plutôt parti là-dessus. Et donc, du coup, ce ne sera pas un facteur différenciant de performance pour cette Ouais. raison-là. Alors, tac, tac, tac. Alors du coup, par rapport à... Il y a une question, mais qui est peut-être liée aux piles à combustible. C'est-à-dire qu'en fait, est-il vrai que l'utilisation de l'hydrogène provoque une évolution du dimensionnement mécanique en amont, c'est-à-dire que la partie transmission? Alors je pense que pour le moteur à combustion hydrogène, c'est pas forcément différent, et peut-être pour la pile, justement, par rapport au profil d'accélération en sortie de courbe. Ah bah, la pile, c'est un moteur électrique derrière, donc on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes de transmission C'est qu'un ça. moteur thermique, ça Voilà, c'est ouais, clair. tout à fait. Des vitesses moteurs beaucoup plus élevées, donc du coup des engrenages droits, Oui, ouais. puis on n'a pas besoin de boîte de vitesse, hein. On a besoin d'un réducteur, mais voilà, c'est pas une vraie boîte de vitesse. Ok. Alors du coup là j'ai pas d'autres questions en stock. Donc si vous avez encore des questions, c'est le moment. Alors combien de kilos estimés en liquide en hypercar pour la Techno ICE au Mans? Combien de kilos d'hydrogène? Aujourd'hui, on part sur une base en gros, 16 kilos utilisables. Alors après, ça dépend évidemment de la puissance du moteur. Donc, il y a des constructeurs qui nous disent que ce serait bien si c'était un peu plus. Ouais, Pour l'instant, ok. on est plutôt parti sur 16 kilos utilisables avec des voitures qui seraient hybridées. Ça, c'est le point actuel. Mais encore une fois, l'hydrogène liquide rebrasse quand même un certain nombre de paramètres. Et du coup, il est possible que ça évolue parce qu'effectivement, on a un groupe de travail simulation qui travaille entre la CTO, la FIA et les constructeurs. Et l'idée, c'est justement d'ouvrir, tant qu'on est sur le papier, on peut se permettre toutes les folies et toutes les idées. Donc, on ouvre au maximum, justement, qu'est-ce qui se passerait si on mettait 20 kilos, qu'est-ce qui se passerait si on faisait ci ou ça. Et à un moment donné, à partir de ça, on verra où on en est. Et c'est là que le travail de réglementation va s'effectuer en filtrant et en disant, bah, finalement, nous, on choisit plutôt telle et telle valeur. On le fera sur la base de simulation et d'une vraie compréhension de où ça nous mène derrière sur la voiture. Alors du coup le fait de voir arriver à la fin du webinaire, il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce que l'ACO envisage un système de pompe qui soit commun au-delà du réservoir? C'est une très bonne question. Ce n'est pas défini, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit si la pompe était dans le périmètre réservoir ou pas. C'est une question. Quand je dis qu'il y a encore que grosso modo, on s'oriente vers un réservoir un peu commun, ça fait partie des questions en suspens justement et à discuter plus dans le détail. Et il faut aussi comprendre qu'entre un constructeur qui utiliserait une pile à combustible et un qui utiliserait un moteur à combustion interne, le système de pompe n'est pas le même, il n'y a pas les mêmes besoins du tout. Et donc,
si on impose un système de pompe dans le périmètre, ça veut dire qu'on impacte la technologie. Ou alors il faut avoir 2 systèmes de pompage. Enfin, donc peut-être que pour cette raison, on aura plutôt envie de le sortir du périmètre. Ça, c'est vraiment en discussion et c'est effectivement une question fine. D'accord. Alors pour la catégorie hypercar en 2028, est-ce qu'il y a un niveau de puissance qui est déjà réglementé en Non, ICE? aujourd'hui, on n'a rien de réglementé. Et je suis pas. Enfin, on ne peut pas tout réglementer. Mon approche, ce serait pas tellement de réglementer la puissance, mais on va s'auto-réglementer par le nombre de stints, enfin de tours qu'on veut faire par relais, pardon, et la quantité d'hydrogène qui est limitée à bord. On travaille à énergie donnée, et ça change beaucoup de choses. Moi, j'ai une expérience avec les LMP1 en 2014, qui étaient des voitures hybrides, et sur lesquelles on avait mis des expériences de technologie entre diesel, essence, voiture turbo, voiture atmosphérique, etc. Donc on avait toutes les technologies powertrain possibles, et on avait 3 constructeurs qui sont venus avec des technos différents, y compris Toyota qui était venu avec des super capacités plutôt que des batteries, etc. pour l'hybridation. Donc on avait vraiment de tout, et finalement on avait des courses qui étaient très intéressantes et très vivantes. Il y avait une vraie bataille en piste parce que finalement, ce qu'on réglementait, c'était le débit d'énergie, donc le débit d'essence. Ça, c'était complètement contrôlé. Et on se rend compte que finalement, quand on tourne autour des mêmes niveaux d'énergie, les solutions peuvent être différentes, mais à la fin, on arrive à quelque chose d'assez semblable en termes de résultat final. Donc là, l'idée d'avoir une énergie à bord qui est imposée par le réservoir, ça va forcément... c'est peut-être suffisant pour réglementer. On n'a pas besoin d'aller après réglementer des niveaux de puissance ou d'autres. Ok. Il y a une question, combien de kilogrammes en version pile à combustible pour l'hydrogène? Je pense que c'est la même chose. C'est un peu moins. Il semblerait qu'aujourd'hui, on ait besoin d'un peu moins d'hydrogène en pile à combustible. Ça se joue à... ça doit être 10% à peu près de delta, je situerais. Alors ceci dit, le moteur à combustion aussi, moi j'ai été surpris, je suis allé au symposium de Vienne là, cette année, et j'ai été surpris de voir en 3 ans les progrès annoncés sur les moteurs à combustion hydrogène, et notamment sur les rendements. Donc il n'est pas exclu que dans le futur les rendements augmentent encore, auquel cas vous pouvez augmenter la puissance à même quantité d'hydrogène, ou au contraire utiliser moins d'hydrogène à même niveau de puissance. Donc ce rapport entre pile à combustible et moteur à combustion interne, à mon sens, peut évoluer dans le futur. Ouais, j'ai échangé avec des constructeurs côté pile à combustible aussi. Alors, structurellement, on va dire à tiers de charge, on a un rendement bien meilleur pour la pile à combustible, mais à pleine charge ou à forte charge, comme c'est le cas en endurance et en particulier au Mans, on a un rendement qui chute. Par contre, a priori, on est quand même dans les 50% à pleine charge avec les piles, hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que on arrive à être pareil ou un peu Ça, mieux que les c'est le moteurs. vrai dilemme sur la pile. Alors moi, je voudrais dire quand même sur ce débat pile moteur, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait un sondage là, il y a un peu plus d'1 an sur nos constructeurs dans notre groupe de travail, lesquels seraient intéressés à venir plutôt en pile ou en moteur à combustion, et c'est 50-50 le résultat. C'est très étonnant, et chacun avec des convictions très très affirmées. Donc c'est assez amusant. Et donc ça c'est... Je crois que c'est important de le dire. Après, ce débat pile rendement, oui, c'est vrai que le rendement de la pile descend, chute, je ne sais pas, mais descend en tout cas à forte charge. Donc après, il y a tout un compromis à faire parce que si tu veux fonctionner sur un point de rendement optimal, ça veut dire que pour un niveau de puissance donné dont tu as besoin sur la voiture, il faut augmenter la taille de ta pile. Donc tu en reviens au problème de poids et de densité de pile. Donc il y a forcément un équilibre à trouver entre tout ça. C'est peut-être pas forcément vital de faire fonctionner la pile sur son meilleur point de fonctionnement, justement pour arriver à la diminuer en poids. Et puis après, il y a quelque chose que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'aujourd'hui, la pile à combustible, notamment dans les applications automobiles, c'est quand même extrêmement récent par rapport au moteur à combustion qui, je le disais, a 100 ans de développement derrière lui. Et donc, on mise aussi sur le fait que les développements sur la pile à combustible pourraient être plus rapides, que la marge de progrès peut être plus rapide aujourd'hui. Et on l'a vu Bruno ensemble, hein, des sociétés qui commencent à concevoir des plaques polaires en carbone extrêmement légères. Donc sur la partie poids, densité de la pile, il y a moyen de faire mieux.
Il y a des sociétés de chimie également qui travaillent sur des membranes qui fonctionnent à plus haute température. Alors, c'est pas les piles haute température dont on parlait tout à l'heure, ça reste de la technologie PM qu'on connaît basse température, mais avec des membranes qui fonctionnent quand même plutôt assez nettement au-dessus de 100 degrés quand même. Et donc ça peut permettre de simplifier les questions de gestion de l'eau dans la pile, ça peut permettre de simplifier aussi, d'améliorer les questions de refroidissement. Donc il y a vraiment des progrès qui peuvent être assez rapides et c'est là que la compétition peut être intéressante. Donc c'est dur aujourd'hui de dire lequel se positionne mieux en rendement, par exemple. Il y a des évolutions des deux côtés qui sont possibles. C'est ça, ouais. Donc, le moteur à combustion interne est tentant à date, mais après, voilà, les progrès pour les piles pourraient, on va dire, sur la prochaine décennie, en tout cas, inverser la donne. Exactement, avec quand même en application grand public un problème de coût aujourd'hui sur la pile qui est quand même un vrai sujet, pas trop en compétition. Alors du coup, est-ce qu'on a encore une dernière question? Les gens sont très motivés, hein, ça décroche pas. C'est bien, c'est sympa, en tout cas le débat est vivant. Et moi j'adore aussi, donc du coup, il y a une question, c'est quel est le dormancy time pour une voiture qui sera en panne sur le circuit avant de devoir éventer le réservoir LH2? Je ne sais pas si je peux répondre, je ne sais pas à quel point le paramètre est confidentiel. On parle de temps de dormancy de l'ordre de... ça se compte en dizaines de minutes, on va dire, je vais le dire comme ça. Je ne veux pas donner un chiffre précis, d'autant plus qu'il est aujourd'hui en cours de discussion. Moi, j'étais à Genève la semaine dernière dans une réunion où ce sujet a été abordé avec quand même des propositions assez différentes, mais ça se compte en dizaines de minutes. Voilà. D'accord. Donc du coup, on va pas aller plus loin pour pas mettre en difficulté la confidentialité. Voilà, on est sur une durée assez longue, c'est pas au bout de 2 minutes en tout cas. Non, c'est pas au bout de 2 minutes. Tac. Et bah du coup, on est arrivé au bout des questions. On a beaucoup de remerciements. Voilà, donc du coup, merci à tous. Merci beaucoup Bernard. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. De nous avoir écoutés. Du coup, il est temps de clôturer ce webinaire. Pour ma part, de vous préparer les éléments diffusables dans un délai d'une grosse semaine environ. Et puis de vous souhaiter un bon appétit à tous. Merci encore. Merci, bon appétit, puis merci de votre écoute et des questions qui étaient intéressantes. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.